Marsilia Stream, bonjour à vous tous, bonjour à tous et bienvenue sur Marsilia Stream pour Direct Politique, pour une nouvelle émission relative au bilan du voyage en Algérie de Emmanuel Macron, président français. Aujourd'hui, donc, on va en parler. On a fait préparer une émission à la veille de son départ en Algérie. Et donc, on s'est lancé ce pari pour renouveler cette émission pour parler du bilan, mais avec d'autres invités. Au plateau, c'est toujours les mêmes chroniqueurs, j'allais dire, Sini Nazim, consultant en stratégie numérique. Il est analyste économique et conférencier, enseignant en économie appliquée à Aix-Université. Omar Djelil aussi, chroniqueur et en direct, bonjour. Je voulais juste m'arrêter un petit peu par rapport à monsieur Sini Nazim. Il faut rappeler que vous étiez le créateur du salon d'Algérie à Marseille. Voilà, donc on en a parlé à une époque. Après, il y a eu le Covid. C'en est où maintenant? Écoutez, on a toujours l'espoir de le reprendre. Donc, ça fait partie de nos projets de reprendre le salon de l'Algérie. Ouais. J'espère, je croise les doigts, peut-être pour 2024. 2024. Oui. Eh ben, on va croiser les doigts. Oui, parce que il a fait un tabac, ce salon. Je crois qu'il est attendu ici. Ah oui, oui. Par la communauté marseillaise et même au-delà. Tout à fait. En fait, pour tout vous dire, on avait fait 3 éditions, donc 2015, 2017 et 2018, et qui ont totalisé près de 70 000 visiteurs sur les 3 éditions. Ouais. Et on avait même des gens de Paris, de Lyon qui venaient. Et c'était véritablement l'événement qui permettait de faire le pont entre la France et l'Algérie. D'un point de vue économique, culturel. Et c'est d'actualité encore. Et c'est toujours d'actualité. Voilà. On espère. Moi, mon souhait le plus cher, c'est que cet événement reprenne et puis qu'on ait la visite du président français, du président algérien. Mais bientôt. Mais oui, pourquoi pas. Alors, Zahir Louis, bonjour, vice-président de Gilles Jadid et président de Gilles Jadid Monde. Gilles Jadid, c'est un parti politique en Algérie. Gilles Jadid Monde, c'est quoi au juste? Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer cela? Gilles Jadid Monde, c'est la représentation officielle de Gilles Jadid. Vous intervenez de Paris, hein, je le signale, d'accord. Voilà. Et donc, dès lors que Gilles Jadid est présent dans un certain nombre de pays européens, dont la France... vous parlez de la communauté. Le fait qu'il y ait la communauté, voilà, qui est présente un peu à travers le monde. Au Canada, aux États-Unis, quelques pays arabes. Donc voilà, c'est ça Gilles Jadid Monde. Eh bien, enchanté, puisque voilà, les gens n'arrivent pas à faire la différence. Gamel Abina, bonjour, ça me fait plaisir de vous recevoir, ça fait longtemps. Bonjour, ça fait trop longtemps, effectivement. Ça fait trop longtemps que j'étais de l'autre côté. Enfin, c'est pas loin, en fait, c'est juste derrière. Hein. Le concurrent, ils sont juste derrière. Fondateur et président de l'association ML. Et vous êtes expert dans les questions internationales. Donc, bonjour à vous tous et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, il s'agit d'Emmanuel Macron, donc le président français, qui était attendu jeudi dernier en Algérie pour une visite de 3 jours. Chose qui a été faite. Cette visite, elle était axée sur la reconstruction de la relation franco-algérienne qui a connu de fortes turbulences. Rappelez-vous, et on l'a dit aussi suffisamment à l'émission, la dernière émission, donc cette turbulence à l'automne 2021. Pour son premier déplacement dans le pays depuis sa réélection pour un second mandat en avril dernier, et c'est surtout aussi l'élection de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, à la tête de l'Algérie en décembre 2019. Emmanuel Macron semblait déterminé, en tout cas cette fois-ci, à un fort élan aux relations bilatérales. L'objectif de cette visite étant de bâtir des ponts durables entre l'Algérie et la France. Le président Macron donc espérait donner plus de contenu et de substance à cette relation franco-algérienne qui demeure, il faut le dire, il faut le souligner, stratégique pour les 2 pays. Alors, les 2 pays doivent inscrire le partenariat dans une logique, vous l'avez souvent rappelé dans d'autres émissions, Monsieur Sini, c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Voilà, donc notre dernière émission, donc on a hésité de qualifier cette visite soit de chef d'État ou de visite officielle. Au fait, c'est quoi la différence ? Honnêtement, il n'y en a pas. Hein. C'est une visite d'intérêt avant tout, d'intérêt économique. Et comme je vous l'ai dit, on a tenté d'édulcorer et de mettre un peu de folklore dans la visite de M. Macron. Et d'ailleurs, regardez, preuve en est, une annonce a été faite hier qui n'est pas passée inaperçue, c'est qu'Alger est en train de négocier, ou plutôt Engie, la France est en train de négocier avec Alger pour augmenter les livraisons de gaz algérien à la France. Donc ça veut dire que depuis le début, l'objet de cette visite était clair. Mais moi, je voulais juste, si vous me permettez quelques secondes, je voulais dire, maintenant est venu le temps du bilan. Donc,
On va essayer de le faire. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette émission, on va essayer de le faire. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est un échec? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est du côté français, pour moi, c'est un semi-échec. Parce que si effectivement les livraisons de gaz augmentent de 50%, comme ça a été indiqué dans la presse, c'est une petite victoire arrachée par la France. En revanche, d'un point de vue politique, c'est un véritable désastre, puisque Emmanuel Macron n'a pas réussi à imposer sa patte, j'allais dire. Côté algérien, nous n'avons pas... Le gouvernement n'a pas réussi à céder d'un iota. C'est du gagnant-gagnant. On va dire c'est du gagnant-gagnant. On va aller avec un peu plus de détails. Monsieur Djelil, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre cette visite d'État, visite officielle, et quelle est la différence si vous la voyez? Il y a une nouvelle différence, c'est que la semaine dernière, j'avais bien précisé que c'était un chef d'État plus qu'un ami. Aujourd'hui, avec ce retour de son voyage, c'est ni un chef d'État ni un ami. Il y a une espèce de balade qui s'est effectuée. Il aurait été mangé des pop-corn à la corniche d'Alger, que ça aurait été la même chose. Bon, je vais détailler, je caricature, mais effectivement, on était loin de se douter qu'il y aurait... Nazim dit un semi-fiasco, c'est ça? Moi, je dis clairement un fiasco total. Un fiasco total. Bon, allez, on va voir l'avis des autres de nos invités qui interviennent donc à partir de Paris. Monsieur Zoharoui, vous êtes représentant d'un parti politique, donc on l'a souligné. Est-ce que selon vous, c'est la même question, hein, est-ce que c'est une visite d'État, une visite officielle? On n'arrive pas à faire la différence, vu un peu comme l'organisation qui s'est mise en place donc depuis ces 3 jours. Pendant ces 3 jours, pardon. On peut assimiler ça à une visite d'État, parce que une visite comme celle-ci avec des drapeaux français qui... L'hymne national, la délégation de 1000 personnes, 1003. Une délégation de 90 103 personnes. 90, je crois, mais j'avais retenu 90. Bref, il y avait tous les apparats, je dirais qu'il y avait tous les apparats de la visite d'État. Maintenant, sur le fond de votre question, c'est un échec ou une réussite. Ça dépend de l'objectif que les uns et les autres se sont donnés à cette visite. Il me semble qu'il aurait été assez particulier ou assez difficile d'avoir des résultats tangibles, favorables aux deux parties d'ailleurs, dans le contexte qui est celui des relations entre les deux pays. Vous l'avez rappelé, les relations étaient tendues. Les derniers propos du président... Elle était vexante, blessante. N'ont pas arrangé les choses, ils étaient même inadmissibles comme propos. Et donc, il y avait un contexte relationnel qui était plus que compliqué. Donc, il aurait été vraiment très curieux qu'on passe l'éponge de manière aussi simple et qu'on accorde à cette visite un bilan qui consiste à dire que c'est extrêmement positif, etc. Je pense que si le premier élément ou le premier objectif était de décrisper un petit peu les relations et de reprendre l'angle, si je puis m'exprimer ainsi, je pense que cet objectif-là a été et est là. Et donc, c'est à partir de maintenant, j'allais dire, il faut... nous, on a une expression purement algérienne, donc, c'est à partir de maintenant qu'il faut regarder on va voir. Partenariat renouvelé, qu'est-ce qu'il va donner. Bien, c'est peut-être pas l'avis de Amar Djelil, mais on va y venir. Monsieur Gamel Labina. Contradicteur quand même. Monsieur Gamel Labina, vous pouvez répondre à cette question, mais j'allais en rajouter une, si vous me le permettez. Cette entreprise de dépassionner et de décomplexer la relation algéro-française, selon vous, est-elle en bonne voie? Alors, bon, on va déjà commencer par le début. Macron est l'homme politique français qui en a fait plus en 5 ans que tous ses prédécesseurs en 55 ans. C'est-à-dire qu'en termes de gestes forts, il en a distribué des tonnes, dont un particulièrement qui m'a touché, à savoir la reconnaissance du meurtre de Ali Boumendjel, qui était le père d'un ami personnel, Sabi Boumendjel, donc qui malheureusement n'a pas entendu cette reconnaissance d'État. Ça, c'est un geste fort. Le 17 octobre, lorsqu'il va au Pont de Bezons le 16,
pour mettre une gerbe de fleurs. C'est un geste très fort que même Hollande, dans son manque de parole, n'a pas su tenir. Il n'est pas venu sur le pont, alors qu'il avait promis qu'il le ferait en tant que président. Il a aussi reconnu l'assassinat de Maurice Audin. Il a parlé de crimes contre l'humanité en 2017 avant l'élection. Donc il a eu des gestes extrêmement puissants à destination de l'Algérie. Parce que Macron, qui est un homme qui réfléchit, voit bien que la France tourne à vide actuellement, qu'économiquement, elle ne peut plus créer plus de richesses, que l'endettement est abyssal, que la levée de la position est difficile puisqu'il y a de moins en moins d'entreprises, et que le seul moyen pour que la France puisse sortir de ses frontières, c'est éventuellement un partenariat stratégique. Ouais. Le problème, c'est que ce qui bloque avec l'Algérie, ce qui ne bloque bizarrement pas avec le Maroc, c'est effectivement la question qu'ils appellent la question mémorielle. Alors on fait un truc simple, c'est ce qu'ils appellent la mémoire, c'est quoi? C'est reconnaître les crimes de guerre, c'est pas autre chose. Il vient là-bas, indiscutablement, il repart avec une petite victoire, puisque 50% d'augmentation de la livraison de gaz de l'Algérie vers la France, c'est une demi-victoire. C'est vrai, mais c'est au moins une demi-victoire actée, ça veut dire qu'on passe de 8 à 12%. La France ne compense donc que de 4% la perte du gaz russe, qui était de 17%. Ça signifie que là, effectivement, il y a une tension. Il prétend que cette raison gazière n'existe pas, mais il ment. Simplement parce que la France est interconnectée avec les autres pays européens, qu'elle a besoin d'exporter son énergie pour respecter les termes du contrat qu'elle a dit. Il fait de la politique, il fait de la diplomatie, il ment, oui. Tout à fait. mais il n'assume pas son besoin énergétique. Il n'assume pas, c'est plutôt ça, oui. Ouais. Alors maintenant, pour ce qui concerne la réussite, évidemment, sur le plan protocolaire, sur le plan de la symbolique, sur le plan des belles images, sur le plan des petites cassettes qu'on va récupérer dans la maison de disques à Oran, c'est mignon, c'est beau. Mais dans les faits, pas sérieux. Je veux dire, l'Algérie ne demande que deux choses. La première, c'est pas une demande, c'est une obligation que Adenauer a su faire en son temps à l'Allemagne, a demandé pardon à la France pour les crimes commis. Ça n'a duré que 4 ans, je le rappelle. 128 ans de plus, 132 ans de colonisation, on n'a pas le droit à une seule demande de pardon de la part des Français. Je ne parle pas de contrition, mais l'État français, l'institution France, doit demander pardon pour ces crimes abominables commis pendant 132 ans. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre l'Algérie et la France pendant ces périodes-là. C'est une Paris sans nom. Donc, ce qui se passe, c'est que là-dessus, c'est une réussite pour lui parce qu'il n'a pas demandé. Il parle toujours d'historien, il est venu avec Stora. Il parle de commission mixte d'historiens, comme si on a besoin aujourd'hui, réellement, en dehors de mettre plus de vérité. Mais je veux dire, tout le monde connaît l'histoire. D'ailleurs, c'est vous qui avez sorti cette. J'ai bien aimé cette phrase. Hein. Il n'y a pas cette histoire d'amour. Il y a eu plutôt un viol pendant 132 ans. Et comment pouvez-vous, on peut penser que voilà, à une histoire d'amour? Tout à fait. Et donc, qui ici sur le plateau peut dire qu'il n'a pas perdu un membre de sa famille dans ce massacre à l'échelle? Il n'y en a pas un qui peut dire ça. Qui peut dire, parce qu'il y a une honte partageant l'Algérie, c'est normal. Là, je parle d'un truc qui ne va pas faire plaisir. Quand on parle de viol comme arme de guerre, les Français n'ont pas hésité en Algérie. C'était une barbarie, comme je dis, sans nom. Et donc, aujourd'hui, il faut, parce qu'il y a une certaine pudeur chez nous, on la connaît, mais malheureusement, c'est des vérités. Il faut dire que Macron a obtenu ce qu'il espérait, ne pas demander pardon et de parler d'histoire. Et mettre à l'écart avec ça, on va y venir. Mais cette remarque, c'était le président Tebboune qui. Oui. Par contre, je tiens à préciser que M. Tebboune est vraiment apprécie Macron. Et je tiens à préciser pourquoi, parce qu'il faut voir le nombre de fois où d'abord Macron a mis un temps fou à reconnaître son élection, rappelez-vous, plus d'un mois. Par contre, Tebboune immédiatement l'a félicité. Tebboune n'a pas arrêté de dire c'est notre meilleur interlocuteur. Il sait très bien qu'il a affaire à Tebboune. Il sait que c'est un homme qui est un pragmatique. Et pour autant, les radicaux de son parti et l'extrême droite française qui sont montés très fort aujourd'hui l'empêchent de dépasser ce pas que Chirac a connu en 98. Il est capable de reconnaître la responsabilité de la France par rapport à Vichy. Et bien Macron a du mal à franchir ce pas. Et j'ai envie de dire que là où c'est un échec, c'est qu'on est aux 60 ans de l'indépendance et que c'est maintenant ou jamais qu'il aurait dû demander ce geste fort, de dire pardon et de dépasser cette crispation. C'est une chance pour la France. Bon, il n'a pas saisi. Mais en tout cas, cette visite, elle suscite en tout cas au moins autant d'espoir, parce qu'il vient de le préciser, que celle de Chirac. Chirac en 2003. En 2003, donc, à défaut de déboucher sur la conclusion d'un traité d'amitié, a été suivi par l'adoption en France d'une loi glorifiant la colonisation. Rappelez-vous. 2005, oui. 2003-2005. 2005. Chirac qui bénéficie quand même du soutien de la rue arabe par rapport au conflit palestinien, et particulièrement avec cet incident célèbre dans les rues de Jérusalem. Il a été immédiatement porté au nu par toutes les rues arabes, et sa venue en Algérie qui a été extrêmement chaleureuse, conviviale, hein, on voit avec Bernadette Chirac où ils sont portés au nu par la rue algérienne. C'est surtout ça. Après, Chirac n'a pas fait plus de concessions que les autres sur cette question mémorielle.
Je peux faire une remarque, excusez-moi. Oui, allez-y, mais vous pouvez intervenir. Voilà, très court. Ouais. Là, j'aimerais quand même qu'entre nous, on ne tombe pas dans le piège de la réduction des peuples arabes à des rues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de rues arabes et d'opinion publique, parce que c'est vrai qu'on est tombé dans ce piège. Quand ils disent rue arabe, ça donne l'impression qu'on est des gens de la rue. Non, c'est l'opinion publique arabe qui était favorable à Chirac, et c'est l'opinion publique arabe qui est respectable. C'est pas la rue arabe. Mais moi, je voulais enchaîner derrière cette question. Est-ce que celle de Macron, justement, va déboucher sur un couac ou à l'inverse, et là, Macron a-t-il tiré les leçons des turbulences de ce fameux automne où il a fait des remarques blessantes et cyniques? Oui, moi je voulais intervenir. Vous savez, tous les hommes politiques, on en a souvent parlé ici sur le plateau, sont soumis à j'allais vous dire, presque à une schizophrénie. C'est-à-dire qu'ils sont tiraillés entre leurs convictions personnelles et aussi leurs prérogatives par rapport à leur fonction et leur statut, mais aussi parce qu'ils sont entourés de conseillers, donc des conseillers politiques, des conseillers diplomatiques, etc., et aussi parce qu'ils gouvernent avec une Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macron n'est pas maître j'allais dire presque de ses pensées et de ses gestes. C'est ça où c'est très difficile pour lui. Donc, tant qu'il ne sait pas... Chirac aussi. Oui, mais évidemment, mais c'est pour ça que je vous dis, aucun président aujourd'hui français de la Ve République n'a été capable de présenter ce fameux pardon. Donc c'est pour ça que je pense que là, à mon avis, Macron a 4 ans devant lui, même j'irais un peu plus, 4 ans et demi, pour pouvoir faire ce geste. S'il veut rentrer dans la postérité, dans l'histoire de la relation franco-algérienne, il doit être le premier président qui présentera ses excuses à l'Algérie. Monsieur Ruiz. Sur la même question? Oui, oui, bien sûr, mais vous intervenez. Disons que, moi je partage ce qui a été dit par les différents invités. Ce qu'on voulait dire, c'est que Chirac, ça a débouché sur quelque chose d'inattendu, sa visite en 2005, donc moi j'avais noté 2003. Et est-ce que celle de Macron va-t-elle déboucher sur autre chose? Est-ce qu'il ne va pas être sérieux, j'allais dire, voilà. Donc il va être encore la pression enfin de la droite et des extrêmes ici en France. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est là que je disais que je partageais les avis qui ont été émis. Je pense que bien qu'il ait pris un certain nombre de gestes qui ont été rappelés tout à l'heure, des gestes forts, évidemment, qui sont importants pour nous Algériens, mais aussi nous, membres de la diaspora, etc. Bien qu'il ait pris tous ces gestes-là, on voit bien qu'il est en effet prisonnier d'une certaine idéologie en France qui consiste à refuser de reconnaître ce qui s'est et de mettre les mots sur ce qui s'est passé en Algérie durant plus de 132 ans. Tout le monde a en tête la fameuse loi passée par l'Assemblée nationale sur les bienfaits de la colonisation. Donc là, nous avons atteint en termes d'action, d'agitation, mais peut-être d'action, d'une certaine frange ou d'un lobby qui est anti-reconnaissance de la vérité de ce qui s'est passé. On voit bien qu'il agit et qu'il arrive finalement à anesthésier l'action politique. Parce que aller en Algérie, signer un accord, une convention, un partenariat dans lequel on redit encore qu'il faut une commission sur l'histoire, etc. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais ça n'absout pas le politique de ses propres responsabilités. L'homme politique, le président français, en l'occurrence, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, doit assumer ses responsabilités. Et donc, soit il a le courage finalement de confirmer officiellement les idées qu'il a émises avant son élection au premier mandat et puis les gestes qu'il a eus, soit il a le courage d'aller jusqu'au bout, d'autant plus qu'il est sur un deuxième et dernier mandat. Absolument, donc, il n'y a plus d'enjeux électoraux, il n'y a plus d'enjeux... Le seul enjeu qu'il a, c'est de s'assurer que ça ne crée pas des fractures ou que ça ne vient pas parasiter son action sur le reste du mandat. Je pense que c'est ça son enjeu. En tout cas, s'il a le courage de le faire, c'est le seul chemin à faire. Ce n'est ni la commission qui a été installée, ni cette visite qui peut de facto déboucher sur ça. Il reste aussi que l'Algérie doit aussi maintenir, j'ose l'expression, doit maintenir la pression
sur le sujet. Quand je dis l'Algérie, je pense les Algériens. C'est un dû, c'est une reconnaissance. Je pense que personne ne demande au président de la République française de mettre un genou à terre et de s'excuser platement. En tout cas, pour une histoire d'amour, il faut être deux. Et monsieur Habina vient de le signaler, au fait. Ce rapprochement n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité du président Macron. C'est ce qu'a reconnu le président algérien. Donc, je pense que c'est peut-être une chance et pour l'Algérie et pour la France d'avoir ces deux présidents qui peuvent peut-être avancer dans cette question mémorielle. Et là, je vous pose la question, mais on a le sentiment, et c'est une question que je vous la pose à tout le monde, on a le sentiment que les Algériens, ils ont compris et ils ne sont pas d'accord sur la mise à l'écart de la question mémorielle au détriment des relations économiques qui ont, il faut le souligner, toujours existé. Moi, honnêtement, je vais aller dans le vif du sujet. Ouais. Là où Macron nous propose une solution, il réussit à nous trouver un problème. Lors de son déplacement, il tient des propos. J'avais dit à un moment dans l'émission de la semaine dernière, ma grande crainte, c'est que Macron ne pousse l'Algérie à tourner le dos à des alliés naturels par rapport au conflit ukrainien et ce qui se passe un peu en termes de géopolitique. Et la première chose qu'il fait, c'est de dire attention, le peuple algérien, je vous préviens d'une menace imminente. La Chine, la Russie et la Turquie ils sont hégémoniques et ils sont dans une action coloniale à l'égard de l'Algérie. Là, mais il ne faut pas déconner quand même. Les Russes, ils n'ont jamais colonisé. Le problème, il n'est pas avec les Russes, il n'est pas avec les Chinois et encore moins avec les Turcs. Bien sûr. Ce qui a valu d'ailleurs, pour le coup, l'ire du ministre des Affaires étrangères turc, qui dit encore une fois, on nous implique dans une histoire qui concerne un contentieux entre deux pays. Mais est-ce qu'on est en train de m'expliquer à moi, il vient pour régler une situation et il ouvre de nouveaux problèmes avec d'autres partenaires qui ne sont pas partie prenante sur cette question mémorielle. C'est un scandale. Oui, mais c'est le sentiment des Algériens, M. Séné. Oui, mais je vais vous dire, je vais vous expliquer. En fait, en Algérie, on est très attaché à deux choses. D'abord, la souveraineté et le respect. Et on considère, du côté algérien, que tant que parce que éluder la question historique et mémorielle, c'est manquer de respect au peuple algérien et à la mémoire des martyrs algériens. Et aussi, il faut se dire, de l'autre côté de la Méditerranée, on se dit, mais attendez, la France a réussi à solder ses comptes avec ses comptes historiques, j'entends bien avec l'Allemagne, avec l'Indochine, avec la Nouvelle-Calédonie, avec d'autres colonies, mais pas avec l'Algérie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, côté français, on assimile la guerre d'Algérie à une défaite humiliante militaire. Absolument. Il faut savoir qu'à l'époque, la France était une grande puissance militaire. C'était le deuxième plus grand empire colonial après les Anglais en Afrique. Et le fait de présenter ces excuses, ça serait perçu côté français comme un aveu de faiblesse et une humiliation politique, historique, etc. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il y a une diaspora qui est très forte. Ça veut dire, c'est comme si, quelque part, les excuses présentées à l'Algérie seraient serait un message lancé aussi également à la diaspora. Et côté français, on a peur aussi de ce côté-là, de ce poids de cette diaspora qui pèse entre 4 et 5 millions d'individus. C'est pour ça que j'allais vous dire, c'est un préalable. On ne peut pas, et je l'avais dit chez vous la semaine dernière, envisager l'avenir sans régler les questions du passé. La question mémorielle. Voilà, et ça c'est un préalable. Dans toutes les relations diplomatiques, dans toutes les relations bilatérales, dans toutes les questions de relations internationales, il faut que la France puisse passer ce cap. Et je vous assure, vous verrez que si elle y arrive, les relations s'en seront apaisées. Et je vous ai dit aussi ici que je crois très fortement dans le couple franco-algérien en zone méditerranéenne pour être une locomotive économique, une locomotive même aussi pour pacifier la région. Absolument, on va y venir, justement. On est dans une tout à fait, j'allais vous dire, juste pour finir mon propos, on est dans une région qui est extrêmement instable, avec la Libye, avec le Sahel, et qui de mieux que l'Algérie et la France pour coopérer ensemble et pacifier toute la région. Monsieur Gamel Habina, c'est votre sentiment aujourd'hui, est-ce que ce sentiment est partagé par rapport à des millions d'Algériens qui ont
qui ont eu ce sentiment comme quoi la question mémorielle, elle a été mise de côté au détriment des relations économiques, alors que les relations économiques ont toujours existé entre la France et l'Algérie. Tout à fait. Je vais donner un exemple très concret, vraiment dans le concret, dans le dur. Ouais. Fabrice Arfi, qui est donc journaliste d'investigation de Mediapart, a fait une enquête récemment, a eu accès aux archives françaises par rapport au 17 octobre 61. Imaginez un peu la logique qui préside à ce genre de méthode de négation de l'histoire et de ce qu'on appelle du négationnisme. Ouais. L'histoire des massacres de grande échelle qui ont été produits en Algérie, qui, pour information, si le public n'est pas au courant, lorsque les Français rentrent en Algérie, ils assassinent 1 million de personnes. Un tiers de la population est liquidée parce qu'on veut les chasser sur le haut plateau. C'est ça la réalité de la colonisation qui démarre en Algérie. Eh bien lui, il accède donc à ces documents et il voit quoi? Que De Gaulle, alors pour le coup De Gaulle ça le grandit, n'était pas informé de ce qu'allait faire son ministre de l'Intérieur et donc évidemment son préfet, n'était pas informé des massacres qui allaient être faits de vengeance sur le peuple algérien qui résidait à Paris. Donc il y a eu 300 Algériens en estimation, c'est un travail qui a été fait par Jean-Luc Kennedy, le regretté Jean-Luc Kennedy, 300 Algériens qui ont été massacrés, tués, jetés dans la Seine, noyés, soit assassinés directement, soit on leur posait la question, est-ce que vous savez nager? S'ils savaient nager, on les attachait, s'ils ne savaient pas nager, on les jetait dans la Seine pour qu'ils se noient. Quoi qu'il en soit, 300 Algériens, dont la plus jeune martyre, Fatima Bédar, qui avait 16 ans. Et donc, ces faits sont connus, documentés. Tout existe, jusqu'aux documents de la préfecture de police. On pensait qu'ils avaient disparu, eh bien non, ils existent, il y a des échanges. De Gaulle demande à ce qu'il y ait des poursuites. Parce qu'à l'époque, évidemment, le préfet, qui est de sombre mémoire que tout le monde connaît, Maurice Papon, est à la manœuvre. Ben, vous savez ce qui se passe? C'est l'infrastructure de l'État français qui va faire barrage devant la figure tutélaire de l'État français, De Gaulle, et qui fera en sorte d'endormir cette poursuite qui aurait dû avoir lieu au bout de 6 mois. Pas une personne qui a assassiné de sang-froid des Algériens qui manifestaient de façon pacifique, habillés comme des rois, parce que ce jour-là, ils devaient s'endimancher. Pour manifester, oui, pour défiler. Pacifiquement. On leur a dit pas, ne prenez aucun objet contendant, ne soyez surtout pas dans une démarche de violence, mais une démarche pacifique. Et puis il n'y a pas une seule personne qui les a assassinés, je parle des policiers, n'a été poursuivie. C'est vous dire le niveau de négation de l'histoire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas souffert de la guerre, et on nous dit, vous devez effacer, en gros, vous devez tourner une page qui n'a pas été écrite, et on passe à autre chose. Non, il faut écrire cette page, il faut qu'il y ait une reconnaissance des crimes, évidemment ce que Macron dit. Reconnaissance n'est donc pas une demande de pardon. Il reconnaît les crimes, mais il ne demande pas pardon. Il faut qu'il y ait une demande de pardon pour pacifier la relation. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une demande de pardon. Ah oui, officielle, une véritable demande officielle, comme les Allemands l'ont fait. Voilà, ouais. Comme l'Italie l'a fait d'ailleurs, devant qualifier à l'époque, comme beaucoup de criminels de guerre, comme d'ailleurs les autres Anglais l'ont fait en Australie. En Australie, exactement, il l'a fait, le Premier ministre, oui. Voilà, donc moi je dis, s'ils ne sont pas capables, cet État qui se targue d'être l'État de la Déclaration des droits de l'homme et des Lumières, s'ils ne sont pas capables de ça, c'est vraiment, il y a une arrogance monumentale de criminels qui ne veulent pas reconnaître que dans le passé, leur État était criminel. Et pour finir mon propos, simplement de dire que, et là je rejoins ce qui a été dit par notre analyste économique, que j'apprécie au demeurant beaucoup, je félicite. Merci beaucoup. De qualité, merci encore. Ouais. Et simplement, on a partagé un plateau récemment et franchement, j'ai apprécié. Oui, je vous ai suivi, moi aussi, je vous admire tous les deux, je vous aime bien. Ah ouais. Merci. Bien. Alors, peut-être sur la question de la mémoire, donc, et je m'adresse à M. Ruiz. Donc, il a été décidé pour la première fois dans l'histoire des deux pays de mandater ensemble des historiens pour y travailler, apparemment, ou paraît-il, sans tabou, sous l'angle de l'histoire et non sous l'angle de la politique. Vous pouvez répondre à la première question de la question immémoriale mise de côté, et ça c'est le sentiment des Algériens. Est-ce que, je dirais, parce que c'est là où il y a beaucoup de gens qui doutent un peu de la sincérité de la France, quand je dis de la France, de Macron, qui est président de la France, que des historiens de cette commission qui va travailler, est-ce que c'est réellement, vous y croyez à ça, ou c'est encore une usine à gaz, j'allais dire? La poudre de perlimpinpin. Comme dirait. Je l'ai dit. Une commission. Usine à gaz, vous l'avez dit? Non, je n'ai pas parlé d'usine à gaz. J'ai évoqué le sujet du je vous laisse l'expression d'usine à gaz. Néanmoins, si parce que sinon je l'aurais noté, c'est pour ça. Néanmoins, si on veut, on redevient sérieux, on va dire là. Ben c'est sérieux. La commission est une nécessité. Il y a pas moi, je ne remets pas en cause la nécessité d'ouvrir
les archives de part et d'autre et sur toute la période. Maintenant, il faut l'assumer. Quand on dit on ouvre les archives, on ne vient pas nous raconter par la suite qu'il s'agit uniquement des archives de l'armée ou uniquement des archives de telle ou telle institution. Il va y avoir beaucoup de violence. Il va y avoir beaucoup de violence, je pense. Ben justement, soit on est sincère, ou alors il faut le dire tout de suite. Parce que la dernière fois qu'on a parlé d'ouverture des archives, on a très très vite recommuniqué sur le sujet pour repréciser le périmètre limité de cette ouverture d'archives. Donc, si le sujet c'est l'ouverture des archives de manière complète de part et d'autre, je redis, de part et d'autre, eh bien soit. Et là, effectivement, il faut que ça soit une affaire d'historiens. Ce n'est pas l'affaire des politiques. Les historiens ont un rôle à jouer. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. D'abord, ils ont de la matière à travailler. Et nous-mêmes, en tant qu'Algériens concernés au premier plan, nous avons besoin de connaître aussi cette histoire, de connaître un tas de ponts de cette histoire-là. Mais ça ne doit pas occulter, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas occulter la nécessité pour les politiques d'assumer leurs responsabilités. Et donc, ça ne peut pas, j'allais dire, ce n'est pas un prérequis. L'ouverture des archives n'est pas un prérequis à la reconnaissance par les hommes politiques de ce qui s'est passé et donc d'assumer cela. Ce n'est pas un prérequis. Les historiens peuvent travailler, les politiques peuvent assumer tout de suite leurs responsabilités. Le président Macron, en faisant ce déplacement en Algérie, voulait parler de tout, sauf de ça. Sauf de ça. Donc, ben oui, tout le monde l'a compris. Il a trouvé parce qu'il savait parfaitement que de toute façon, il fallait qu'il dise quelque chose. Il ne pouvait pas complètement rester muet sur ce sujet-là. Et donc, il a utilisé deux mots, vérité et reconnaissance. Donc, qu'il a martelé dans toutes ses interventions. Je pense qu'il ne les a pas répétées 5 fois, il l'a fait 10 fois, dans toutes ses interventions. Et donc, c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Maintenant, nous parlons et nous commentons ces éléments-là de la part du président français. Je redis une fois de plus que l'Algérie aussi ne doit pas abandonner cette question-là et doit aussi rester, elle aussi, en éveil. J'ai parlé tout à l'heure de mise sous pression, on éveille sur le sujet. Je ne dis pas non plus, comme je l'ai dit sur les archives, je ne dis pas non plus que c'est un prérequis pour avoir des relations entre les deux pays et des relations donc, économiques et des échanges. Je ne dis pas que c'est un prérequis, mais enfin, s'il n'y a pas un signe, si le chemin n'est pas pris, et le signe a été donné, ça a été rappelé encore une fois tout à l'heure, il y a eu des signes, sauf qu'ils ne sont pas suivis des faits. Ce n'est pas assumé jusqu'au bout. Et donc, il faut qu'il y ait ces signaux-là pour pouvoir donner à la relation, aux échanges économiques, scientifiques, culturels et tout ce qu'on veut, gaziers, finalement, etc. Qu'on leur donne un cachet de vérité. Voilà. Et donc, sinon, autrement, on va retomber, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de relations d'exception entre les deux présidents et que c'était une chance, peut-être parce que c'est les deux présidents. Moi, je vais vous dire, les relations franco-algériennes ont toujours connu des hauts et des bas. Ils ont toujours connu des présidents de part et d'autre. C'est les histoires des couples, c'est la bonne relation. Et donc, finalement, cette relation Macron-Tebboune ou une relation précédente entre deux anciens présidents, je ne vois pas encore la différence. Je ne considère pas que c'est une chance aujourd'hui entre les deux présidents. J'attends réellement les actes et les faits. Voilà, les actes. Mais c'est peut-être, j'allais dire, c'est une certaine compréhension, Monsieur Djelil Amar, une certaine compréhension de la part du pouvoir algérien, sachant que Macron, comme président, même s'il a fait des gestes jusqu'à maintenant, ne peut pas affronter tout seul, à lui tout seul, l'opposition. On voit que l'extrême droite s'est déchaînée. Donc, même s'il n'y a pas des enjeux électoraux maintenant, il ne pourra pas faire les choses tout seul. On ne dicte pas la politique. Est-ce que c'est pas une compréhension justement? On dicte pas la politique internationale. C'est pas le couple franco-allemand. C'est pas encore ça. On est loin.
on ne dicte pas sa politique étrangère en fonction de l'humeur de l'extrême droite. Ah, voilà, c'est comme ça. Quand on est une personnalité politique de premier plan comme un président de la République, on se distingue. Ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire, soit ils tournent le dos à l'histoire, soit ils prennent... on peut parler de Gandhi... Mitterrand l'a fait. Kennedy, avec le grand ennemi russe et Cuba. Vous avez Gandhi, vous avez en Afrique du Sud Mandela. Il y a un moment, vous avez la stature ou vous ne l'avez pas. C'est très simple. Moi, je reviens juste sur ce déplacement. Tout à l'heure, je vous ai parlé de... lorsqu'il a jeté l'anathème sur la Chine, la Russie et la Turquie qui auraient des visées coloniales sur l'Algérie. Il avertit l'Algérie. La Turquie, en 96-97, si je me souviens bien, Premier ministre turc présente des excuses officielles à l'Algérie pour la colonisation turque de l'époque. Suite à ça, le président turc se rend en Algérie et il y a un pacte de fraternité qui est signé. Il y a une reconnaissance officielle de la Turquie avec des présents. Moi, j'ai lu pas mal d'articles de la presse de l'époque turque et c'était vraiment... Ils ont posé les bases d'une vraie relation, d'une vraie réconciliation. Les Turcs, ils ont dit, écoutez, bon, ça n'a aucune équivalence avec la colonisation française, mais en tout cas, ils ont assumé une part de responsabilité dans ce qui aurait pu être, à un moment donné, des actions belliqueuses à l'égard des populations autochtones algériennes. Mais en tout cas, ils ont acté dans une loi... Ils ont fait un pacte de fraternité avec l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un des partenaires les plus importants de l'Algérie. C'est un des premiers investisseurs, parce que c'est le premier investisseur en Algérie, la Turquie. Et c'est parti. Après la Chine, oui. Après la Chine. Et si c'est cette position-là, aujourd'hui, elle est possible pour la Turquie, c'est parce qu'elle a fait cette démarche de pardon. Ensuite, je voudrais juste dire, regardez Macron. Il a voulu flouer le protocole, il a improvisé un bain de foule dans les rues d'Oran. Vous avez vu la réaction? Les gens l'ont insulté. Avec un mépris, on sait bien que tu n'es pas là pour pardon, tu es là juste pour le gaz. C'est ce sentiment, justement, que... Alors, on n'aime pas, il y en a qui n'aiment pas la rue, le terme, la rue algérienne. Alors, pour le coup, le peuple algérien, mais si je dis le peuple algérien, on va croire que c'est tout le peuple algérien qui est hostile. Mais en tout cas, dans cette séquence-là à Oran, on a vu une hostilité extraordinaire. Et puis, quelle caricature! Oh, vous savez, j'ai grandi avec Shreb Khaled, j'aime... il s'adresse à la jeunesse algérienne en lui disant, vous savez, j'aime Shreb Khaled. Alors, il nous sort, une vieille cassette de Cheb Hasni. Au moins, il a remis au goût du jour Cheb Hasni. Beaucoup l'avaient oublié entre-temps. Mais imaginez un chef d'État étranger qui vient et il sort un poster de Cheb Abdou, il dit, regardez, moi je suis... Ça c'est Kamel Daoud, c'est lui qui lui a filé l'information. Mais regardez la vision qu'il a du peuple algérien. La jeunesse algérienne, elle n'a pas besoin de rails. Aujourd'hui, elle a besoin de retrouver de l'espoir, de revivre dans des conditions dignes pour un pays aussi important que l'Algérie. Donc si vous voulez, sur la question coloniale, il est complètement à la plaque. Et créer une nouvelle commission, sachant que c'est unilatéral, il n'avait pas annoncé. Il a balancé ça, il a mis devant le fait accompli les autorités algériennes qui ont été obligées d'adhérer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Benjamin Stora? Il y a une commission déjà. Certes, il l'a torpillé durant sa prestation piteuse à l'Élysée devant les descendants des uns et des autres. Mais aujourd'hui, moi je crois que c'est un poids énorme et c'est pas justement tout à l'heure la question des historiens. Vous savez, l'Algérie et la France, c'est le même scénario avec les Arméniens et les Turcs. Ça pourrit et ça empoisonne les relations entre les pays. Et tant qu'on on surmonte pas cette difficulté, on n'avance pas. Mais le problème, c'est qu'à un moment, moi j'ai toujours considéré que c'est aux puissants de reconnaître ses torts face aux faibles. Les Algériens... Surtout l'agresseur. Tout à fait. La puissance coloniale, c'est pas les petits Algériens. Ceux qui ont commis le plus d'atrocités. Effectivement, il y a un autre débat qui émerge en filigrane, c'est la responsabilité du FLN dans des massacres à l'égard des populations européennes. Et là aussi, il faut un débat sans tabou. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la part du FLN par rapport à tout cela. Mais aussi, juste pour finir, pour dire simplement que tout à l'heure, je ne sais pas qui a soulevé le fait que
c'était difficile pour Macron de gérer cette extrême droite, c'est nostalgique de l'Algérie française. Mais Tebboune aussi, il a sa frange radicale. Absolument. Qui est complètement opposée, qui ne veut même pas entendre reconnaissance par reconnaissance. Ils veulent rompre totalement les liens avec la France. Monsieur Nazim, justement, cette question aux oppositions des extrêmes en France, mais vous pouvez aussi élargir en Algérie, parce qu'on va y venir avec monsieur Ruiz, puisqu'il représente un parti politique algérien. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui peut intéresser aussi les auditeurs, c'est aussi les réactions des uns et des autres, des partis politiques. Mais d'abord sur les extrêmes en France, on a vu l'extrême droite, elle s'est déchaînée. Justement par rapport aux jeunes quand ils ont manifesté leur joie en s'exprimant par le 1, 2, 3, viva, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et d'ailleurs, Macron a été évacué parce qu'il faut le souligner, Macron a désorganisé toute la sécurité qui a été mise en place parce qu'il a fait qu'à sa tête. C'est Chirac, le mec. Voilà. Il a pris la prue. Exactement. Alors que Chirac et tout, ça s'est bien passé. Justement, un mot sur les extrêmes. Est-ce que ce président, ou les présidents qui vont arriver, mais parlant de celui-là qui a fait des gestes et ainsi de suite vis-à-vis de l'Algérie, est-ce qu'il va réussir justement à donner une réponse? Parce que même s'il y a des commissions qui se mettent en place, il faut quand même l'aval d'un président ou valider un certain nombre de choses. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire parce que c'est une question qui pèse de tout son poids sur les épaules de Macron parce que c'est l'Algérie en face. Ouais. C'est un partenaire et un géant en Méditerranée. C'est aussi, il y a un poids de l'histoire, il y a un poids économique et Macron ne veut pas donner le sentiment de s'affaisser ou de s'agenouiller face aux Algériens. D'abord, de par sa posture. Vous avez ce sentiment-là? Non, mais je n'ai pas ce sentiment, non. Ouais. Je dis juste qu'il ne veut pas, lui, je pense, j'essaie de comprendre et d'analyser son comportement et ses décisions. Ouais. Je me dis qu'il ne veut pas être dans une posture, j'allais dire, de rapport de force ou qui ne serait pas en sa faveur. En fait, je pense qu'il est en train de tâter le terrain. Ouais. D'ailleurs, il y a un plan français. Moi, c'est mon intime conviction. Ouais. Parce que je tenais à rappeler qu'on était au bord de la rupture. C'était la première fois en 60 ans que l'Algérie rappelait son ambassadeur pour consultation. Ouais. Et je crois qu'il était resté, l'ancien ambassadeur Antar Daoud, pratiquement 3 mois à Alger, ce qui n'était jamais arrivé. Donc c'est pour ça que nous étions véritablement au bord de la rupture. Et là, il y a des relations qui se réchauffent, j'ai envie de vous dire presque par nécessité. J'aime bien le mot, oui. Par nécessité, oui. Oui, parce que, on va y venir. Ouais. Honnêtement, si on prend du recul, tous comme on est sur le plateau, pourquoi ça n'est pas arrivé avant? Vous me direz le Covid. En 2019, avant le Covid. Ouais. Pourquoi ça arrive maintenant, à ce moment précis de l'année? On a parlé des volontés. Au fond, il manquait une volonté algérienne. Au fait. Oui. Et c'est Abdelmajid Tebboune qui a ramené sur le plateau cette volonté. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que, pour un rappel de l'histoire, est-ce que vous savez comment ça s'est déroulé? C'est le président algérien qui a présenté ses félicitations pour la réélection d'Emmanuel Macron. Absolument. Pour lesquelles il l'a invité officiellement à se rendre en Algérie. Et c'est là où je trouve que le geste d'Emmanuel Macron est très subtil et très juste politiquement parce que son premier déplacement à l'étranger a été fait en Algérie. Rien que ça, déjà, c'est un immense symbole. Ouais. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il a 4 ans et demi. Est-ce qu'il va réussir à sortir de ces carcans, de ces relents paternalistes? Parce que je vous ai dit, je pense qu'il est très mal conseillé. Je pense qu'il a une peur bleue de ses politiques internes. Et parce que aussi, n'oubliez pas, c'est un homme qui est traumatisé des gilets jaunes déjà. Ouais. C'est un homme qui est traumatisé des querelles politiques. Et puis surtout, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a plus la dominance qu'il avait par le passé. Il reste le 49-3. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a plus les mêmes marges de manœuvre politiques. Et il a peur, de payer le prix d'un trop grand courage vis-à-vis de l'Algérie, politiquement, j'allais dire, à l'intérieur de son propre parti. Monsieur Gamel Abina, est-ce que votre avis, vous partagez cet avis-là? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, la vie est évidemment très juste. Il y a des conseillers derrière qui font pression, il y a des radicaux, parce que n'oublions jamais que Macron n'est pas dans un parti politique, c'est un mouvement politique. Un mouvement, c'est un agrégat de plusieurs éléments de différents partis. Exactement. Et l'aile droite, depuis 3 ans, l'emporte largement. Alors, c'est pas l'extrême droite qui fait le là en France, même si elle est très forte. C'est l'aile droite. C'est celle-là qui empêche Macron de dépasser ce qu'il voulait faire il y a encore quelques années. Et j'ai envie de dire simplement que quand il utilise des artifices bidons comme la colonisation des Turcs, des Chinois ou des Russes, c'est un sketch auquel personne ne croit. Je veux dire d'abord parce que
Ils n'ont jamais massacré dans les proportions, jamais d'ailleurs massacré les populations civiles. Dans l'histoire, on n'a pas ces réalités. Ensuite, c'est vrai que les Turcs ont demandé pardon parce qu'ils voulaient pacifier la relation par rapport au protectorat turc. C'est un protectorat, hein, c'est pas une colonisation. Et j'ai envie de dire simplement une chose, c'est que, pour faire un peu un bilan, les Turcs, quand ils investissent en Algérie, c'est des usines qu'ils font. Par exemple, ils viennent faire une usine, la plus grande usine africaine, qui s'appelle Tayal, qui est une usine de textile. On a la plus grande usine d'Afrique de textile. Voilà, c'est ça l'investissement turc. Les Français, quand ils vont en Algérie, nous mettent un Renault avec un taux d'intégration à 3%. Ils nous vendent leur ferraille qu'on assemble avec de 30 pneus. En parenthèse, il n'y a pas eu d'investissement. On n'a pas parlé d'investissement français. Il n'y a pas un seul sou, un seul euro qui a été mis sur la table. Justement, tout à l'heure, vous parliez de l'investissement chinois, et ce n'est pas un investissement. Les Chinois sont aussi des gros arnaqueurs. Ils vendent beaucoup. Les investisseurs, c'est ceux qui font de l'appareil de production de richesse. Les Turcs le font. Parfois, quelques sociétés chinoises, c'est vrai, mais globalement, c'est pas. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qui fait peur à Macron, qui est un aspect géopolitique monumental. Les Algériens, pour la première fois de leur histoire, à 60 ans, vont recevoir des forces étrangères sur les territoires pour faire des manœuvres militaires au sud de l'Algérie, à la frontière marocaine. Ce seront des Russes, des coopérants russes, je crois 140 personnes, vont arriver sur le territoire algérien. Ça n'est jamais arrivé. C'est vous dire un peu le niveau. Et en vérité, il faut se rappeler une chose essentielle. Je viens de rappeler sur la question de la mémoire parce que c'est facile d'évacuer le sujet. Il nous parle de cinéma. Désolé pour lui. Un film algérien vient d'être produit de très haute qualité qui s'appelle Héliopolis, qui n'est pas distribué en France. Le film, je l'ai vu. Il est de très très belle qualité. Réponse aux internationaux. Il n'a pas de distributeur. On n'a pas besoin de faire le cinéma avec les Français. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est revenir sur des réalités qui sont crues, qui sont dures. Pour donner un exemple très concret, on va prendre les deux extrêmes. Les historiens français disent qu'on a eu à peu près 300 000 à 500 000 morts en Algérie pendant la guerre de décolonisation. Ils ne parlent pas de ce qui s'est passé avant. Les historiens algériens parlent d'1 million à 1,5 million de morts. Ça veut dire que l'écart, c'est de 200 morts par semaine à 600 morts par semaine. Vous aviez un Oradour-sur-Glane par semaine en Algérie pendant 7 ans et demi. C'est ça les chiffres. On n'en parle pas. C'est-à-dire que les massacres des Algériens, c'est équivalent à ce que fait les Allemands une fois dans un village français. C'est vous dire un peu l'échelle. Ça correspond quasiment à la colonisation nazie sur la Russie. Donc quand on a un passé comme celui-ci, c'est difficile de le défendre. Et ils ne veulent pas le défendre parce qu'il y a une arrogance naturelle qu'on connaît du coq français qui n'a pas envie de le défendre. L'extrême droite est forte, la droite est trop forte encore et Macron n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, là où je rejoins ce que disait notre analyste politique, dont je crois que c'est là, si je ne me rappelle pas de son prénom, excusez-moi. Oui, Nazim. Nazim. Voilà. Donc, ce qu'il disait justement, c'est que les deux géants de la Méditerranée, c'est l'Algérie évidemment et la France. L'Algérie, par ses raisons macroéconomiques, c'est une grosse puissance, parce qu'on est un pays rentier, c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres rentes à développer, comme le fer, le manganèse, l'uranium et autres. Et le côté à la France, c'est un pays qui a une tradition industrielle très longue et qui est en train de la perdre. Et le problème, c'est que ces deux pays-là, s'ils collaboraient, je parle de co-localisation, on en parlait il y a quelques années, c'est le PS qui a dit ça, c'est le parti de Macron, eh bien, il y aurait une création de richesse et une pacification de la relation et une amélioration de cette Mare Nostrum qui permettrait de dynamiser la région. Malheureusement, aujourd'hui, Macron vend l'Algérie pour faire la danse du ventre, pour récupérer un peu de gaz, on l'a bien compris, mais ne propose pas une collaboration industrielle à haut niveau. Et c'est ce qui fera défaut, et c'est ce qui fait que les Turcs aujourd'hui sont en Algérie, Erdogan va faire son voyage, ce qui fait que les Russes vont être en Algérie, que les Chinois vont être encore plus présents, et que les Français vont reculer parce que ce seul geste symbolique fort, il n'est pas capable de le faire. Et moi, j'ai envie de dire simplement, aux 60 ans de l'indépendance, c'était le minimum qu'il aurait pu faire, il ne l'a pas fait. Monsieur Ruiz, donc, comme je l'ai souligné, vous représentez un parti politique en Algérie. Vous n'êtes pas obligé de me répondre parce qu'il ne s'agit pas du vôtre, mais on a en tout cas noté une réaction, celle du président du MSP, donc, qui a dénoncé un petit peu cette visite en disant que le président, il a accusé le président français de chercher à faire émerger, c'était tout le temps, enfin, je veux dire, par rapport à la question mémorielle, de faire émerger en Algérie une génération qui ne s'intéresse pas à l'histoire. En tant que parti politique, j'allais dire, je n'ai pas vu beaucoup de réactions par rapport à cette visite. C'est M. Makaré, donc, qui est le représentant de ce parti politique du MSP, qui a dénoncé l'arrivée du rabbin. Et chose, bon, ça n'a pas été fait. Le Covid était là. Alors, mais le Covid, on me dit. Mais c'était un truc politique. Alors on n'a pas vu, même celle du FLN, on n'a pas vu beaucoup de réactions, en tout cas de partis politiques, par rapport à cette question mémorielle. Quelle était la position de votre parti politique ? Notre position a été exprimée. Effectivement, je ne vais pas commenter les propos de M. Makaré. Il est capable de le faire tout seul. Notre position a été exprimée. J'ai eu à le faire sur des médias français. On a eu à le faire sur des médias en Algérie. La question mémorielle, elle est essentielle. Je veux dire, c'est tout ce que nous disons depuis tout à l'heure. Elle est essentielle
à la mise en route d'une relation d'exception entre la France et l'Algérie. Ouais. Pourquoi la France et l'Algérie? Parce que ça a été rappelé, parce que ce sont deux partenaires d'abord qui sont liés par l'histoire. Le poids de l'histoire est important. Et ensuite, il y a une proximité. Et enfin, et peut-être surtout, il y a une forte diaspora ici algérienne, ici en France. Donc vous avez là les ingrédients ou les leviers d'importance qui, de fait, ne peuvent que donner lieu à une relation d'exception entre les deux pays. Néanmoins, la question mémorielle, elle a son importance dans... Au vu des Algériens, elle a son importance, et comme l'a souligné M. Gamel Labina. Évidemment. Et donc il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a évoqué en première partie de cette émission. Et après ça, évidemment que l'Algérie a tout intérêt à avoir une relation exceptionnelle ou importante avec le partenaire français. Et la France, elle a aussi tout intérêt à avoir une relation d'exception avec l'Algérie, compte tenu de sa position géopolitique, compte tenu des intérêts que les Français peuvent y trouver. Ils ont des problèmes, il y a des problèmes de coûts énergétiques. L'Algérie est un territoire où, en tout cas, le coût de l'énergie est nettement inférieur à celui qui est pratiqué ici. Vous avez une main-d'œuvre qui est qualifiée, vous avez des débouchés qui sont importants, et donc il y a un intérêt pour la France d'investir évidemment en Algérie, mais pour l'Algérie, il y a un intérêt à avoir un transfert de technologie. Et non pas juste de faire du bricolage. Et donc, si vous voulez, les deux pays ont des défis communs, ont des intérêts communs, ont des enjeux communs, et ils ne peuvent, si vraiment il y avait une relation forte entre les deux pays qui serait décoincée par ce sujet, la question mémorielle, eh bien, il y a une chance ou une opportunité pour les deux peuples, pour les deux pays. Malheureusement, je pense que nous ne sommes pas encore dans cette logique-là. Nous ne sommes pas encore dans ce contexte favorable. Il y a encore, le chemin est encore semé d'embûches. Il y a les freins à la reconnaissance de ce qui s'est passé qui ont été évoqués à l'instant. Il n'y a pas forcément une volonté de faire un transfert de technologie en Algérie et de permettre... On verra si cette volonté elle va exister. En tout cas, c'est l'avenir qui va nous le dire. À date, nous parlons à date. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Voilà, donc cette visite a débouché sur une déclaration, ce qu'on appelle la déclaration d'Alger, pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie, avec, qui fait sourire mon invité Ahmad Jalil, avec la signature d'un nouveau partenariat stratégique qui met les deux pays, c'est ce que vous venez de souligner, M. Ruiz, sur de nouvelles perspectives. Et ces efforts, certainement, en tout cas on va le souhaiter, qui vont porter en priorité sur les secteurs d'avenir, le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, et j'en passe. Mais je voulais m'arrêter sur le numérique avec M. Nazim, parce que vous avez insisté la dernière fois au niveau de l'émission en disant que c'est peut-être ce chapitre-là va intéresser à la fois et la France et l'Algérie. Oui, totalement, parce que je le dis très souvent et très régulièrement, l'économie numérique, c'est une économie d'avenir. C'est le fameux secteur quaternaire. Vous savez, vous avez le secteur primaire qui est l'agriculture, le secteur secondaire qui est l'industrie, le secteur tertiaire qui est les services. Et vous avez le secteur quaternaire qui est celui du numérique, du digital, de l'intelligence artificielle et de toutes ces nouvelles technologies qui vont véritablement bouleverser l'humanité et notre civilisation. Et on n'en est qu'au début. C'est ça qui est complètement dingue. Donc ça peut être parfois effrayant, mais ça ouvre de telles opportunités pour le futur qui sont énormes. Alors, moi, je vous donne un avis qui n'engage vraiment que ma personne, c'est que je ne suis pas fan de la Startup Nation de Macron, parce que j'ai l'impression qu'elle a été construite sur une forme d'artifice. D'ailleurs, quand on voit les valorisations boursières de certaines entreprises qui ont démarré de zéro, qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des licornes, qui valent 1 ou 2 milliards d'euros, elles génèrent même pas de valeur ajoutée. Elles sont même pas rentables.
Donc on a l'impression que c'est une coquille vide. Et on a le même phénomène aux États-Unis avec certaines valorisations boursières autour d'entreprises qui fondamentalement ne valent pas grand-chose. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un savoir-faire dans le digital en France qui peut être partagé avec les Algériens. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, effectivement, on a une main-d'œuvre qui est extrêmement bien qualifiée. Nous avons aussi des ingénieurs dans la programmation, dans le développement, dans d'autres secteurs. Je pense notamment à des secteurs très précis de réseau, dans j'allais dire aussi le développement pur, qui sont d'abord extrêmement compétitifs en termes de prix. Je vais vous dire de manière très factuelle, si aujourd'hui vous avez des projets, par exemple de SS2I, qui en Inde vont coûter 10 000 euros, le même projet en Algérie va coûter 2 fois moins. C'est-à-dire que, et puis aussi, n'oubliez pas, vous avez l'avantage entre la France et l'Algérie sur des projets de coopération économique, vous n'avez pas la barrière de la langue. Puisque on est sur de la francophonie. Déjà, vous avez une proximité. Donc je pense que là, il y a vraiment matière à de la coopération entre les deux pays. Mais il faudrait que du côté français, on n'ait pas cette conception du rapport économique, toujours dans cette volonté de c'est un marché, je vais puiser des ressources sans partage véritablement de valeur ajoutée. Alors que moi, j'aimerais qu'on implique les Algériens dans les vrais projets. Vous voyez, qu'on ne soit pas juste un pays de sous-traitance, mais un pays, j'aime bien l'image et les propos de notre ami Gamal Abina, c'est il faut qu'on soit dans la colocalisation. Et dans le numérique, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bureau. Vous pouvez travailler avec votre matière première, qui est votre matière grise, et aussi une connexion Internet. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, je pense que là, c'est un vrai sujet. Mais il ne faudrait pas que l'on fasse les mêmes erreurs du passé, à savoir que l'on soit juste un pays de sous-traitance, un pays qui va être un pourvoyeur de ressources, mais pas un récepteur de valeur ajoutée. Monsieur Ahmad Djelil. Alors, honnêtement... Je vous ai vu réagir, mais je vais encore compléter ma question par rapport à... Alors moi, je suis un peu l'enfant terrible des missions parce que je vais toujours en contre-courant. Non, mais je vais encore, j'allais dire, vous reposer ou reformuler, ou peut-être la question autrement. Est-ce que vous avez connaissance, ou est-ce qu'on a une idée pour évaluer la part de l'investissement de la part de la France sur le volet de ce partenariat? Je ne parle pas des anciens, celui-ci, puisqu'il y a toutes les bonnes volontés qui ont été mises en place, que ce soit de la part de l'Algérie ou que ce soit de la part de la France. Est-ce que c'est juste... Je voulais juste je rajouter une chose après, premier Omar, je te redonne la parole. La seule chose concrète qu'on a, c'est qu'on sait qu'il y a un fonds d'investissement de 100 millions d'euros, d'ailleurs, qui va être... voilà, c'est ça, il me semble, Abina, si je ne dis pas de bêtises. 100 millions d'euros, et en plus, cette entité qui va être créée va être domiciliée à Marseille. C'est-à-dire le parfait trait d'union entre la France et l'Algérie. Voilà, je voulais rajouter juste ça. Monsieur Djelil. Donc moi, honnêtement, je ne suis pas économiste à mes temps libres. Je m'informe comme tout citoyen lambda, mais ce que je peux dire aujourd'hui, regardez simplement, vous prenez une carte du monde, vous prenez des épingles ou des punaises et vous voyez l'influence de la France. Là où elle est influente, vous mettez une punaise. C'est quasiment, il n'y a plus rien. La France, elle n'est plus la puissance qu'elle prétendait être depuis des années. Et sur l'Algérie, aujourd'hui, moi, effectivement, on nous annonce des partenariats. Ça ne sera pas la première fois qu'un partenariat entre la France et l'Algérie voit le jour. Et que suite à des agréments... Mais monsieur Djelil, ce partenariat, il est renouvelé. Oui, non, mais attends. Ce que je veux dire par là, c'est que par le passé, il y a eu plein d'autres partenariats, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce que les crises, les incidents... Les turbulences politiques, géopolitiques, On peut revenir. Aujourd'hui, l'Algérie et l'Espagne ont des vrais partenariats. Il y a même un pacte de fraternité, si on veut. Et l'Algérie, elle traîne du pied, elle les fait chier jusqu'au bout. Donc, vous pouvez avoir un partenariat signé et puis pas dit que l'Algérie va y aller. Et puis, vous savez, aujourd'hui... Dans ce monde de globalisation, de mondialisation, vous avez aussi les autres qui s'adaptent. C'est-à-dire, est-ce que les Chinois et les Russes, parce qu'eux aussi ils ont une question numérique, ils ont de quoi amorcer une bonne politique avec l'Algérie, au moins un bon partenariat, demain peuvent réduire les coûts et dire, écoutez, ils vous donnent tant, on s'aligne. Voilà. Et puis, les Algériens pourront dire, bon, les Français, ils proposent moins, mais on est emmerdé avec la question coloniale.
Et puis les Russes, les Chinois, eh ben, ils s'adaptent, ils réduisent leurs coûts et ils se mettent au même niveau que les Français. Et par contre, avec eux, il n'y a jamais de problème sur la colonie. Donc vous savez, moi je crois que rien n'est gagné dans son partenariat. Et c'est l'homme. Rien n'est gagné dans ce partenariat. Tout à fait, rien n'est gagné. C'est l'homme qui... tout à l'heure, moi j'ai cité des figures. Je veux revenir parce que c'est important que vous compreniez. Certains vont dire, qu'est-ce qui nous parle de ces gens-là dans la question algérienne? Mais la réussite, elle ne vient que de la volonté des individus. Ouais. Mais elle y est, la volonté. Non. Les deux présidents on parlait des Algériens. Les partis politiques algériens se sont pas sentis tellement aussi intéressés que ça par cette visite. Pourquoi? Sur la question mémoriale. Oui, sur la question mémoriale. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que l'autre en face, il n'est pas investi sur cette question-là. Pourquoi aller se prendre la tête avec un mec pour qui ça ne l'intéresse pas? Tout à l'heure, j'ai parlé des figures. Prenez par exemple quelqu'un comme Martin Luther King. Il allait discuter avec l'ennemi blanc. Ouais. Et pourtant, il avait une frange radicale des extrémistes noirs, la Nation of Islam. Malcolm X a été longtemps un de ses détracteurs avant de devenir un ami. Mais vous avez Mandela au sein de l'ANC. Il y avait des factions violentes qui prônaient le terrorisme et lui prenait le dialogue avec les Blancs. Vous avez Gandhi qui voulait unifier une Inde avec les musulmans, d'autres ne voulaient pas. Il a lancé des négociations avec les autorités anglaises de l'époque. Il y avait une frange radicale dans son mouvement d'indépendance, ils étaient opposés. Je veux dire, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire. Et pour se donner les moyens, il y a un moment donné, il faut faire abstraction de toutes ces attaches négatives. Voilà, Macron, il n'en a rien à foutre de l'avis de Marine Le Pen, parce que c'est les intérêts supérieurs de la nation française qui sont en jeu. Il peut pas... Marine, elle remplit pas les caisses de la France. Monsieur Gamel Bina, justement sur cette part de... Vous avez parlé d'un fonds d'investissement, c'est monsieur Nazim qui vient d'en parler, justement pour évaluer la part de l'investissement de la part de la France dans ce partenariat renouvelé, puisqu'il faut le dire comme ça. Déjà, un fonds d'investissement de 100 millions d'euros, c'est ridicule. Hein. C'est une goutte d'eau et c'est rien du tout. Ouais. On n'est pas sur du sérieux, là. On est un peu sur une blagounette. L'investissement français... Oui, parce que là, il faut être un peu honnête. La France reste une grande puissance créatrice de richesse. De richesse, oui. Très orientée vers le tertiaire sévère. Il a parlé du secteur quaternaire, qui est un secteur qu'il faut visiter parce qu'il est important et que lui, il n'a pas besoin de déplacement physique. Hein, c'est tout ce faire numérique. Mais non, la France, si elle voulait vraiment investir, ce qu'elle ne veut pas, elle a quand même EADS avec elle, c'est un consortium qui va au Maroc et en Tunisie, il n'y a pas de problème, pas chez nous. Elle a quand même des constructeurs automobiles, des géants, 2 grands géants, Renault, Peugeot, qui pourraient, s'ils le voulaient, qui sont au Maroc. Taux d'intégration au Maroc, 80%, bon, ça en profite à 100%, parce que la maison mère tient tout le capital. Mais en Algérie, non, c'est pas possible, parce qu'ils ne le veulent pas. Des boulons et des pneus à Ouattelela du côté d'Oran pour faire une usine de montage. Les seuls qui investissent sérieusement, c'est les Allemands. On voit ce qu'ils ont fait avec Mercedes-Benz et puis une usine de montage. Voilà, c'est du sérieux. Oui, de fabrication de véhicules, militaires et civils. Donc je veux dire simplement, c'est que une fois, je me suis pris la tête avec 2 personnalités importantes à la ville de Paris et dans une réunion économique sur Paris, toujours, au cours de laquelle j'entendais par exemple la présidente de l'époque d'Alstom qui se vantait fièrement d'avoir construit une usine du côté de Oran de fabrication de tramways. Et là, c'était il y a 10 ans. C'est vous dire que dès le départ, j'ai vu l'arnaque. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'un taux d'intégration, on ne savait pas ce que c'était des sous-traitants, on ne savait pas ce que c'était qu'une construction. Et je dis, il faut arrêter de se moquer. Vous nous mettez des Lego à disposition qu'on monte sur place, Lego acheté par la France et envoyé par fret par la mer, qu'on monte sur place. Donc la valeur ajoutée, c'est vous qui l'avez, pas nous, nous fait que du montage final, donc 0. Et vous prétendez avoir construit une usine. Si vous aviez construit une usine, et je vais donner un chiffre simple, hein, pour construire un véhicule, il faut 130 éléments différents, minimum. 130 éléments, voire 13 000 éléments si on prend des petites pièces, mais 130 éléments. Ça signifie qu'il faut autant d'équipementiers, autant dans la plasturgerie, dans la construction de l'étoile, tous les éléments de construction d'un véhicule qui sont considérables, parce qu'un fabricant d'automobile n'est pas un fabricant de petits éléments. C'est un motoriste avant toute chose. Donc les moteurs, on le fait quasiment pas en Algérie, c'est vrai, mais tous les éléments, tout l'environnement économique qui va autour de l'entreprise n'existe pas. Et bien, vous savez ce que m'a répondu le responsable de Renault Algérie? Et j'ai trouvé ça intolérable et insultant pour notre intelligence, pour le coup, parce qu'ils nous prennent un peu pour les imbéciles. Il m'a dit, mais je lui ai posé la question en direct, il y avait NH4 qui était d'ailleurs sur place, la chaîne de télévision japonaise. Je lui ai dit, mais monsieur, je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas du transfert de technologie et n'emmenez pas les équipementiers en Algérie directement
pour qu'on puisse avoir un véritable environnement, une création de richesse massive et surtout une création d'emplois considérable, parce que c'est minimum 100 000 emplois à la clé. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Écoutez, la plaisanterie, elle était sérieuse. De sa part, dans une salle remplie de 200 personnes qui étaient des décideurs. Mais vous savez, pour construire un secteur automobile, il nous a fallu 100 ans en France. Et là, je me suis éclaté de rire. Je vais vous rigoler ou quoi? Il faut 6 mois pour installer des usines, pas 100 ans. Parce que la création d'une fabrication de véhicules, c'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est déjà fait. On va pas redécouvrir le chose. On vous demande juste le transfert de compétences et technologies pour qu'on puisse, comme vous, participer à l'élaboration d'une économie moderne. Eh bien, ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont, et je le dis simplement en conclusion, ce sont des paranoïaques économiques. Les Français pensent que tout ce qui est environnement européen, c'est vrai, mais surtout nous, les Africains, ils nous considèrent comme des gens qui devront acheter leur ferraille, c'est vrai, mais surtout pas devenir des concurrents ou des partenaires. Parce qu'immédiatement, dans leur partenariat, ils vont se dire ce sont les partenaires qui vont devenir des concurrents. Et je donne la preuve simplement pour finir. Les investisseurs, qu'ils soient turcs, émiratis ou n'importe quel investisseur dans la région, dans le monde, quand ils investissent en Algérie, eh bien, les Français le voient très mal et nous déconseillent de nous rapprocher de ces empires impérialistes, soit ils en néocolonialistes, parce qu'ils investissent. Ma réponse, elle est très simple. La France ne veut pas que l'Algérie ait une industrie pérenne, c'est tout. Elle ne veut pas de concurrents au-dessus de la Méditerranée, ni plus ni moins. Elle veut garder son précaré africain, continuer à vendre ses bus de troisième main et ses véhicules bas de gamme pour inonder le marché africain pour qu'on ne soit pas la plateforme africaine qui ferait ce travail. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi on a parlé du gaz. Les nouveaux enjeux qui sont nés de la guerre en Ukraine, dans la quête de nouvelles sources d'approvisionnement, donc en gaz pour la France et l'Europe. Cette fois-ci, je crois qu'elle place l'Algérie au centre de l'échiquier gazier. Peut-on dire que l'énergie, dans ce partenariat, s'est taillée la part du lion par rapport au domaine économique ou dans les domaines économiques, M. Ruiz? Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. La question, elle a avancé par rapport au gaz. Il y avait du gaz dans l'air, de toute façon, on le voyait, quoi. Ça négocie, ça continue. Hein, voilà. Je pense que c'était un des objectifs, voire un des objectifs principaux, pour ne pas dire le seul. Je vous apprécie, par contre. Maintenant, oui, je vous apprécie. Vous venez de dire quelque chose. Aux prochaines élections, il y a une voix. Voilà. Donc c'est clair. Après, il y avait, mais on n'en a pas parlé, sauf si on en parle après, il y avait peut-être aussi dans cette visite, et je vais revenir au gaz, hein, je vais pas il y avait aussi dans cette visite peut-être quelque chose d'inédit, c'est la rencontre à un haut niveau des responsables. Oui, on va y venir. Voilà, ça c'est plutôt de l'aspect géopolitique et géostratégique. Je pense que c'est les deux éléments de cette visite. Tout le reste, bon, nous l'avons commenté. La musique, le cinéma, ça c'est pour lui, ça. La garniture, c'est du folklore. Qui a permis d'occuper 3 jours de visite. Maintenant, le gaz, il est incontestable. Il est incontestable que l'Algérie doit tirer profit de sa position sur le gaz. Il est important pour nous, vous l'avez rappelé, ce qui se passe à l'est de l'Europe, donc la guerre en Ukraine, qui a finalement remis en fragilité un certain nombre de pays européens et qui, par conséquent, veulent absolument se désensibiliser on va dire, de leur dépendance en gaz vis-à-vis de la Russie notamment. Et donc, l'Algérie devient, de ce point de vue-là, un partenaire essentiel. Et donc, à nous de jouer aussi notre rôle ou notre place sur le sujet. Et l'Algérie a eu raison de montrer sa disponibilité à approvisionner autant que faire se peut les partenaires européens en gaz et de ne pas prendre une position purement idéologique sur le sujet en restant neutre sur la guerre en Ukraine, en restant sur des principes et tout en gardant ces relations privilégiées avec la Russie, mais aussi avec la France, et les autres pays occidentaux. Le gaz, mais aussi les terres rares. Donc, nous avons 2 sujets d'importance qui replacent l'Algérie, j'allais dire, comme un partenaire essentiel. Les terres rares, vous allez voir, ça c'est des choses on va encore en entendre parler. Et donc,
là, il y a de vraies opportunités pour l'Algérie. À nous de les valoriser au mieux de nos intérêts pour que, justement, on puisse avoir des partenariats avec transfert de technologie et de la colocalisation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, il y a quelque chose à jouer là-dessus. Et maintenant, concernant la France, d'ailleurs, le sujet de la visite de Macron sur le gaz, moi, je ne sais pas si on est en capacité, parce que je n'ai pas forcément toutes les données en main. C'est la question que j'allais poser justement à M. Nazim. La question qui se pose, et je vais enchaîner, c'est celle de savoir si l'Algérie dispose de capacités de production inutilisées pour pouvoir alimenter, puisqu'on voit récemment, il n'y a pas longtemps, c'est un un super contrat qui a été signé avec l'Italie. Est-ce que l'Algérie, elle a cette capacité, bien que des découvertes ont eu lieu récemment de gaz, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quelle est la capacité de gaz que l'Algérie peut exporter déjà en Europe, enfin l'Italie, un peu l'Espagne. L'Espagne, c'est pas terminé ce contrat-là. Et quand on parle de 50% pour la France, mais 50% de quoi, de qui, et comment est-ce que l'Algérie a aujourd'hui cette capacité pour pouvoir subvenir à toutes ces demandes françaises et européennes? Alors, qu'on replace les choses dans leur contexte, si vous me permettez. Quelques chiffres par rapport à votre précédente question. Il faut savoir que dans le mix énergétique français, 20% c'est du gaz. 8% est fourni par l'Algérie. Est-ce que vous savez que ces 8% de gaz fournis par l'Algérie Ça ne parle pas 8% de quoi 8% de... Non, mais 8% de... En fait, elle fournit 8% des besoins énergétiques gaziers à la France. D'accord. 8% du gaz consommé en France vient d'Algérie. Voilà. Ça permet d'alimenter... traduit en mètres cubes, c'est voilà, pour avoir une idée, au fait. Honnêtement, là, je ne saurais pas vous dire. Parce que je parle que l'Algérie... Parce que moi, j'ai des chiffres plutôt globaux, où je sais que la production gazière algérienne est de 100 milliards de mètres cubes. Donc elle peut monter jusqu'à 104, jusqu'à 105 milliards, mais pas plus. D'accord. Parce que vous avez des gazoducs, vous avez des installations qui sont déjà mises en place. Et puis là où effectivement, juste je voulais finir ma démonstration. Allez-y, oui. Donc j'allais vous dire, il faut s'imaginer, pour comprendre la place de l'Algérie aux yeux de la France, c'est que 8% du gaz que lui fournit l'Algérie peuvent alimenter une ville de la taille de Lyon ou de Bordeaux. Donc ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que nous avons trouvé ça, enfin du moins je parle nous, c'est certains observateurs analystes, très peu appréciable lorsque Emmanuel Macron, lors d'une interview qui ne vous a pas échappé, a minimisé la fourniture du gaz algérien en disant oui, mais vous savez, nous, dans notre mix énergétique, c'est que 20%, la plupart, c'est la Norvège, et l'Algérie, c'est que 8%. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on pose la question à M. Macron, dans ce cas-là, donc vous êtes prêt à sacrifier une ville comme Lyon ou comme Bordeaux. Si nous stoppons nos livraisons de gaz, je vous ai dit, c'est des villes comme ça qui risquent de ne plus être alimentées. Donc oui, nous sommes en capacité d'augmenter nos capacités, mais pas de les tripler ou de les doubler. Ça, malgré les découvertes, bien que mais après, il faut du temps. C'est les structures. Effectivement, il faut des investissements très lourds. Et puis, il faut, j'allais vous dire, Boalem, il faut prendre conscience qu'entre la phase d'exploration, la phase d'exploitation et la phase d'exportation, entre les deux, il y a la production. Il se passe des années. Donc c'est pour ça que oui, il y a un gisement qui est à l'avenir, dans les 30 à 40 ans, extrêmement intéressant. Et encore, il y a des territoires entiers qui n'ont pas fait l'objet de découverte, ce qui en fait aujourd'hui... Aujourd'hui, on est classé comme 8e ou 7e producteur mondial. Mais on risque de gagner 2 ou 3 places avec les gisements et les découvertes qui n'ont pas encore été réalisées. Concernant les terres rares, moi, je voudrais nuancer, parce qu'effectivement, les terres rares, c'est la matière première nécessaire pour tous les produits électroniques de notre quotidien. Notre smartphone a besoin de terres rares, les batteries électriques ont besoin de terres rares, surtout que vous avez vu actuellement, on est en train de développer l'industrie du véhicule électrique, et il faut noter qu'en Europe, il y a une directive européenne qui interdit la motorisation thermique à partir de 2035. 2035, c'est demain, à l'échelle industrielle. Absolument, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut replacer l'Algérie comme le premier véritable fournisseur en terres rares pour l'industrie de véhicules électriques. En revanche, cela ne va pas se faire sans désastre écologique. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'attire moi l'attention des pouvoirs publics. Il faut pas que notre appétence pour l'argent ou les finances qui vont rentrer des terres rares se fasse au détriment des enjeux écologiques et environnementaux. Parce que l'Algérie, vous le savez très bien, vit pleinement les conséquences du réchauffement climatique. Alors si c'est pour détruire les écosystèmes,
franchement, c'est pas la peine. Oui, mais ils peuvent le faire avec la Chine, hein, puisque... Ou les gaz de schiste. On a des réserves importantes. Oui, vous voulez... Moi, Djelil, oui. Sur le gaz, il y a une volonté quand même de savoir qu'est-ce que redéfinir un partenaire. Ouais. Parce que la relation, elle est plutôt ambiguë. Vous voyez bien que Macron, il est parti avec le gaz. Ouais. Parce qu'il nous explique qu'il prend du thé chez Disco Maghreb, il prend une cassette de Hassani, et après il dit « Ah non, non, Ça, c'est pour les photos Instagram, ça. Et compagnie, non. Mais honnêtement, il y a quand même, on le voit, moi je pense que l'Algérie, elle a les atouts. Ouais. Mais je pense qu'elle a une crainte, c'est qu'à un moment, elle se retrouve dans des enjeux géostratégiques, politiques, qui pourraient la dépasser. Il ne faut vraiment pas qu'elle devienne, elle soit instrumentalisée par des États pour régler des comptes avec d'autres États. D'ailleurs, on le voit bien, il y a eu ce souci au sein de l'OPEP, où lorsque la France et l'Union européenne et les Américains ont demandé à l'OPEP, vous comprenez, les Russes... il y a quand même des alliés des Russes au sein de l'OPEP, voilà, dont fait partie de l'Algérie. Donc si vous voulez, être partenaire, c'est quoi être partenaire? C'est répondre à vos besoins et se taire. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie, elle a cette volonté de s'imposer en disant, écoutez, nous on est des partenaires à part entière. Mais la partie française pose un problème, parce qu'on parlait là des 8%. Bon, pour être plus, s'il y avait pas, s'il y avait, c'était l'embellie. Un partenaire, c'est s'engager, c'est mettre la main à la poche. C'est ça aussi, un partenaire. Hein, Abigal, là, il nous parlait sur le fonds d'investissement de 100 millions d'euros. Mais il a dit c'est une larme de crocodile. Mais à un moment donné, c'est vraiment, moi, je pense que on pourrait, s'il y avait une embellie diplomatique, il y aurait des très bonnes relations avec la France. Là, c'est pas 8% qu'il y aurait. Ça serait beaucoup plus. Bien sûr. Mais aujourd'hui, minimiser, je pense que il y a eu, dans cette visite de Macron en Algérie, on est resté avec toujours cette condescendance, ce paternalisme, et on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut sortir de ça. Il faut, franchement, vous prenez la montée en puissance des Chinois sur le continent africain. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas de parti pris, ils travaillent avec les deux partis. Il y a deux partis, deux factions en guerre, ils sont avec les deux, ils attendent qui va gagner pour faire du business. Voilà. Même les talibans aujourd'hui, qui sont les prêcheurs, les vertueux, aujourd'hui, ils veulent travailler avec les Chinois, alors qu'il y a les Ouïghours qui sont massacrés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des partenaires économiques avec l'Algérie où ça se passe très très bien, parce que justement, il y a des relations saines, et il y en a d'autres qui ne vont pas. Et l'Algérie comprend que derrière l'enjeu gazifère, ou du pétrole, il y a quand même la possibilité pour elle de s'imposer sur l'échiquier diplomatique international. Alors, on va revenir justement, M. Ruiz l'a évoqué tout à l'heure, mais je m'adresse, et ensuite on passe à M. Ruiz, à M. Gamel Abina par rapport à cette réunion, cette fameuse réunion. Mais si vous voulez répondre sur la partie gaz, il n'y a pas de souci. Cette réunion où il y avait des responsables sécuritaires des deux pays, c'est une première. Ce qui peut-être augure d'une action commune de l'intérêt de l'environnement géopolitique. Ma question, est-ce que l'Algérie elle a réussi justement à ramener dans son giron ces questions politiques et géopolitiques par rapport à la question par rapport à la problématique subsaharienne? Alors, je vais déjà boucler sur la question du gaz, parce que c'est pas anodin. Donc, les 8% de gaz, France, c'est 8 à 9%. D'ailleurs, Macron n'est pas très clair là-dessus. C'est bien la question qui se pose. L'hiver va être rigoureux, semble-t-il. Mais surtout, quand on dit 8%, c'est pas grand-chose, c'est la blague du siècle. 8%, c'est considérable dans une économie. C'est pour ça que je voulais comprendre. 8% c'est combien mètre cube? Alors, en mètre cube, j'ai pas, mais ce qui est problématique avec la France, c'est qu'il y a un mensonge caché. Macron, quand il fait sa conférence de presse, dit aux Algériens, non, mais 8%, c'est rien. On a la Norvège. C'est vrai que la Norvège les alimente en gazoduc de façon considérable, mais faut être un peu sérieux. Quand vous amputez 8% d'une alimentation en une énergie qui est essentielle pour créer de l'énergie ou pour chauffer, tout simplement, parce que les Français chauffent beaucoup le gaz, ça devient une catastrophe. Ensuite, le gaz algérien, problématique, c'est que... Il y a des usines aussi qui fonctionnent au gaz. Bien sûr. On produit aussi de... La problématique, c'est que là, on a 3 pipelines qui existent.
dont un quatrième qui est en cours de fabrication et qui va être un énorme moyen de générer de l'argent par l'Algérie. C'est ce fameux pipeline, ça fait 10 ans qu'on en parle, qui est enfin en démarrage avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est le genre africain du gaz, d'accord. Il va passer par le Niger et rejoindre les côtes algériennes. Donc là, on va alimenter. Dans quelques années, celui du Nigeria, c'est pas tout de suite. Hein. Le fait, c'est que les travaux ont commencé et que ça va nous donner une force énorme de frappe. Le gaz était multiplié par 10. C'est énorme, l'explosion. Avant, on parlait pas de gaz, on parlait que de pétrole en Algérie. Le gaz était marginal. C'est un poids prépondérant parce on manque d'énergie dans le monde et on le sait. L'énergie est finie. On arrive bientôt au pic oil de pétrole et le gaz, on ne sait pas encore, mais enfin, il y en a pour peut-être 50 ans. Après, il y aura une tension sur les marchés. Ce que je veux dire simplement, c'est que les pays reliés par le gaz, il y avait le Maroc. Le gaz passait par le Maroc vers l'Espagne. Aujourd'hui, c'est fini. Ensuite, il y a la ligne directe Alger-Espagne. Mais aujourd'hui, le traité d'amitié a remis en question puisqu'il y a eu un problème d'inimitié récente avec la question de la reconnaissance occidentale. Et de l'autre côté, on a ce gazoduc considérable qui va vers l'Italie, qui a été augmenté dans des proportions extraordinaires. 20 milliards de mètres cubes par an. C'est à ça qu'on va le porter. Donc l'Italie est un acteur européen. C'est-à-dire que si elle a un trop-plein de gaz, évidemment, avec l'interconnexion des économies européennes, elle va distribuer son gaz. C'est classique dans le marché. Et ce qui se passe, c'est quand les Français prétendent que le peu de gaz qu'ils perdent, c'est pas grand-chose, c'est pas vrai. D'ailleurs, Macron le dit très bien. Par solidarité européenne, on va devoir dispatcher. Donc lui-même, il prétend qu'il n'en a pas besoin parce que la France serait sécurisée à autour de 90%, mais c'est pas vrai. Elle a besoin d'un excédent parce que ce qu'on appelle le délestage énergétique par les centrales nucléaires et autres, eh bien c'est la France qui garantit. C'est une grande puissance énergétique et elle a besoin de garantir à la fois l'énergie par le pétrole, par le gaz et évidemment par le nucléaire. Donc ça, c'est juste pour dire, en évacuant la question, Macron ment quand il prétend. C'est pas essentiel. Maintenant, la réunion. Alors, pourquoi est-ce que cette réunion sécuritaire s'est inscrite? Moi, elle me choque, cette réunion, sincèrement. Je ne comprends pas que l'Algérie fasse des réunions sécuritaires et qu'en plus, Darmanin, qui est quand même pas la crème de la crème, dans un pays dans lequel on a des problèmes sécuritaires avec le colon, je le rappelle. Hein. C'est quand même l'armée qui faisait la police en Algérie. Donc aujourd'hui, quand ils font cette réunion, c'est une façon de dire, et c'est une sorte de façon... Macron dit simplement, de façon évidente, on vous donne le relais, on vous donne le témoin pour que vous puissiez, vous, assurer la sécurité. C'est ce que veut peut-être l'Algérie aussi. Alors l'Algérie a un atout que la France n'a plus, c'est quand les soldats français vont en Afrique, ils vont d'un pays à l'autre, comme si c'était chez eux d'ailleurs. C'est toujours choquant de les voir passer d'une frontière à l'autre sans être contrôlés. Et bien quand ils vont du Mali au Burkina, du Burkina au Niger, il y a des manifestations violentes à chaque fois. Ça se passe mal. Les déplacements par la terre des Français, de l'armée française, de l'armée terrestre, elle ne peut plus se déplacer. Et donc, ils ont besoin de l'Algérie parce que l'Algérie a la chance d'avoir, et c'est là sa grande qualité, elle a beaucoup de défauts, l'Algérie, on la connaît, hein, c'est la nôtre, mais elle a une grande qualité, c'est que c'est de très fins diplomates. Ils ont une relation diplomatique pratiquement avec tout le monde sauf le Maroc, qui est excellente. Il n'y a pas un pays africain avec lequel ça se passe mal. Preuve en est, Abiy Ahmed est en Algérie aujourd'hui, ça vous dit des choses. Et le Mali, Assimi Goïta, est un très bon ami des autorités algériennes qui lui donnent pas de leçons, comme les Chinois ne donnent pas de leçons de démocratie. L'Algérie dit pas à Assimi Goïta les élections. Il dit c'est mieux, faut le faire, mais ils sont pas. Et parce qu'ils ne sont pas péremptoires, ils ont la voix, ils ont l'oreille des Africains que les Français n'auront pas ensuite, parce que de par notre histoire de solidarité. Le Mali nous a soutenus dans la Révolution, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tous ces pays nous ont soutenus dans la Révolution. Et bien cette histoire-là, elle laisse des traces durables. Et les Algériens n'ont pas oublié cela. Et donc quand ils ont une bonne relation avec le Mali, Niger et autres, c'est parce que précisément ce sont des pays frontaliers, mais c'est des pays qui ont besoin de cette grande puissance. Et là on en arrive à la question sécuritaire, cette grande puissance militaire qu'est l'Algérie. Car aujourd'hui l'Algérie est la plus grande puissance. Pas en termes de volume, c'est l'Égypte la plus grande puissance militaire, c'est la deuxième, je crois qu'ils sont en 11e position mondiale. En termes de matériel. Qualité matérielle et de qualité d'entraînement. Nos militaires sont très bien équipés, très bien entraînés, maîtrisent leurs matériaux et sont bons maintenant sur deux fronts, sur le front des guerres conventionnelles classiques, monsieur... sur le front des guerres, c'est des guerres, on dira, de basse intensité. Monsieur Ruiz, toujours sur cette question, est-ce que selon vous, le président français, Emmanuel Macron, a bien compris que l'Algérie était un passage obligé? Oui, je pense que ce sont des analyses et des conceptions qui ne leur échappent pas. Ouais. Et si effectivement il ne l'avait pas compris, ça aurait posé un problème. Mais le président Macron ne va pas lui faire quand Gilles a bien compris, au fait, c'est derrière cette question, Monsieur Ruiz, est-ce que c'est pas un sauf-conduit par rapport à Macron, par rapport à la politique française? En tout cas, il a reçu une gifle justement de la part du Mali. Est-ce que c'est une manière pour lui de dire, allez, peut-être que l'Algérie va sauver un peu cet échec de l'armée française qui a été pratiquement jetée du Mali? Il est évident que la situation du Mali étant un peu plus visible désormais, sans présence étrangère,
et française en particulier, l'Algérie retrouve son rôle vis-à-vis du Mali et même du reste de l'Afrique. Et il est dans l'intérêt de la France de s'appuyer sur l'Algérie plutôt que d'essayer de contourner l'Algérie dans cette affaire-là. Donc c'est un passage obligé pour la France maintenant. Évidemment, c'est pour ça que je considère que cette réunion à ce niveau-là, des responsables, c'est une réunion qui est importante et je pense que, en tout cas, ni je ne minimise son impact, ni je considère qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu en réalité. Je pense qu'il y a, elle remet vraiment l'Algérie sur le plan géopolitique, sécuritaire, avec tout ce qui se passe autour de nous. Il faut réellement prendre en considération ce qui se passe autour de nous. Hein. Vous avez notre voisin de l'Ouest qui est plus que belliqueux. Nous avons des problèmes avec notre grand voisin de l'Est. La Tunisie qui a quelques difficultés et qui pourrait être soumise à des pressions ou une déstabilisation, et évidemment le Grand Sud. Et donc, il est primordial que l'Algérie joue un rôle de stabilisation de la région. Et je pense que la France, comme les autres puissances occidentales, mais aussi la Russie et la Chine, comptent sur l'Algérie pour jouer ce rôle de stabilisation dans la région et qu'elle ne soit pas non plus elle-même à son tour déstabilisée, parce que évidemment c'est toute l'Europe qui serait impactée. Et donc là, ça n'a pas été facile. Il faut pas. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas minimiser. Ça n'a pas été facile, je pense, pour l'Algérie de revenir sur la scène internationale, la scène géopolitique, et de démontrer de nouveau toute sa valeur dans ce contexte-là. Je pense qu'il y a eu des tentatives de la contourner. Quand je dis je pense, évidemment, je reste relativement discret, mais tout le monde sait qu'on a contourné l'Algérie dans l'affaire libyenne, on a contourné l'Algérie dans l'affaire du Sahel, parce que nous avions un régime qui a laissé faire, qui était absent et qui a finalement bradé toute la diplomatie, la géopolitique du pays. Donc l'Algérie est revenue sur ces dossiers-là et il est manifeste qu'elle a toute sa place, elle a un rôle à jouer et elle le joue depuis quelque temps. Elle est présente. Depuis l'élection du nouveau président Abdelmajid Tebboune. Vous me tendez la perche par rapport à la Tunisie. Lors du sommet de la TICAD à Tunis, pendant le voyage du président français, donc il y a eu un incident diplomatique qui a eu lieu. Le rappel des ambassadeurs des deux pays, celui du Maroc et celui de la Tunisie. Si vous voulez en parler ou dire un mot, est-ce que vous pensez que le Maroc commence à s'isoler, justement sur le plan de la géopolitique et davantage sur la scène internationale? Et est-ce que c'est le réveil, et la question se pose un peu à vous tous, hein, est-ce que c'est le réveil de la diplomatie algérienne qui contribue à ces réactions ou qui commence à porter ses fruits? C'est pour être dans les clous de notre émission. Voilà, ce sera peut-être la dernière question. Allez-y. Si tu me permets, Sabih, oui. Le souci, c'est que l'Algérie a fait la démonstration de son influence. Lorsqu'il y avait des ravisseurs qui prenaient des otages dans le Sahel, particulièrement l'AQMI, les autorités algériennes étaient les intermédiaires dans le versement des rançons ou des libérations. L'Algérie s'est frontalement opposée aux Américains lorsqu'ils avaient proposé un projet de base américaine au Sahel. L'Algérie a dit niet. Ensuite, il y a eu quand même cet incident qui est d'importance, le refus de l'espace aérien des avions français suite... des avions militaires. Tout à fait, suite aux incidents diplomatiques entre les deux pays. Il faut savoir que le lendemain matin, des généraux ont appelé directement Macron pour lui dire, écoute, nous on est dans la panade. On ne peut pas se permettre de contourner l'espace aérien, c'est trop long pour nous, et puis c'est du carburant en plus, et puis c'est des problèmes logistiques. Donc l'Algérie, aujourd'hui, elle apparaît comme un élément central. Pourquoi? Parce que contrairement à la France, elle n'est pas connotée comme un belligérant. Donc c'est-à-dire que des pays comme la Russie, la Chine et d'autres
peuvent mandater l'Algérie pour poser les jalons d'une politique sécuritaire dans cette région-là, parce qu'elle s'entend avec tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, Macron, il est ouvertement dans une action belliqueuse à l'égard des Russes, des Chinois, tout ça. Donc, si demain, il serait amené à prendre une espèce de coalition, comme on a pu les voir dans d'autres pays, ça passerait pas. L'Algérie, aujourd'hui, elle a cet avantage, c'est qu'elle est l'amie de tout le monde et l'ennemi de personne. Et à partir de là, ça crée un consensus avec tout le monde. Sur la diplomatie algérienne, elle est performante, évidemment, et depuis un moment. J'espère une résolution de cette question avec le Maroc du Sahara occidental, parce que ça suffit. Il y a un entrisme de certains États pour essayer d'augmenter l'intensité des violences entre les deux pays. Aujourd'hui, il y a même des pays qui l'affichent publiquement, ouvertement. Je crois qu'il faut régler cette question-là. Par exemple, lorsqu'il y a eu la chute de la dynastie Kadhafi, la famille a été exfiltrée en Algérie et les Français ont demandé qu'ils soient extradés en France. L'Algérie a dit non, mais ça ne se passe pas comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'elle a quand même une souveraineté, elle est jalouse de certaines souverainetés et qu'elle a l'intention de dire écoutez, là c'est possible, mais là c'est pas possible. Et rares sont les pays arabes qui ont cette capacité de dire oui, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Oui, qui tient tête. Monsieur Nazim, par rapport à cette dernière question. Oui, non, mais j'allais dire... Géopolitique et puis l'aspect de cet incident diplomatique, l'entrisme du royaume. Donc, je vais vous dire, oui, le Maroc s'isole totalement. Et j'allais vous dire, il suit presque la politique des sionistes d'Israël dans sa volonté de coloniser un territoire qui ne lui appartient pas, de violer toutes les résolutions de l'ONU, puisqu'il y a une résolution qui a été discutée au Conseil de sécurité. Et moi, je suis très fier de la position algérienne. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours eu, on a prôné des valeurs qui sont la non-ingérence, qui sont aussi la défense des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, qui sont des valeurs universelles, parce que c'est notre histoire qui est faite ainsi. Ouais. Nous avons aussi un devoir de neutralité, ce qui est appréciable avec les grandes puissances de ce monde, d'où le fait qu'on inspire le respect et la reconnaissance. Ouais. Moi, j'allais vous dire, c'est très bien que cet incident ait lieu. Pourquoi ? Parce que ça va mettre en exergue les véritables intentions du royaume chérifien. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir de manière épidermique comme ils l'ont fait, écoutez, ils auraient pu soit faire une déclaration, un communiqué ou rappeler l'ambassadeur pour consultation. Là, ils sont au bord de la rupture diplomatique avec le deuxième pays qui compose le petit Maghreb, j'allais dire. Ouais. Donc, à part l'Espagne et quelques pays comme ça qui soutiennent le Maroc, aujourd'hui, sur la scène internationale, ce pays-là va perdre vraiment sa crédibilité aux yeux du monde par rapport à l'histoire du Sahara occidental. Et je vais vous dire, l'enjeu n'est même pas un bout de terre. Là, l'enjeu, c'est la dignité d'un peuple qui souffre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a même pas matière à négocier. Il faut faire respecter le droit international, il faut rester ferme dans ses positions. Et nous sommes ravis que la Tunisie ait fait ce geste, parce que c'est au-delà d'un geste diplomatique, c'est un geste politique très fort. Monsieur Gamal Abina, justement, on a parlé d'Israël qui déconseille, Israël qui essaye elle fait tout pour avoir des relations avec les pays arabes, mais en même temps, elle déconseille au Maroc, en tout cas peut-être pour avoir des relations avec les pays du Maghreb ou autres, parce que, au fait, l'échiquier de la Tunisie, il ne restait pas grand-chose au niveau du Maghreb. Et si aujourd'hui, il y a un conflit entre ces deux pays, donc ça ne va pas faire avancer les choses. Quel est votre... D'abord, par rapport à la première question, celle de l'influence de la diplomatie algérienne, et puis par rapport à cet incident. La diplomatie algérienne est très fine parce qu'elle a su isoler le Maroc, il faut être très clair. Les Marocains ont commis beaucoup d'erreurs, ne veulent pas se conformer au plan Baker, qui est un plan au moins de consultation des populations sahraouies. Et je dis toujours, moi je ne suis pas pour ou contre, je dis simplement... Le Sahara occidental, on doit poser la question aux Sahraouis, c'est tout. C'est eux qui doivent répondre. Ni l'Algérie, ni le Maroc, ni l'ONU, c'est les Sahraouis. S'ils veulent être marocains, qu'ils le soient. Et s'ils veulent pas l'être, qu'ils le soient pas. Ensuite, concernant la diplomatie algérienne, qui va tous azimuts, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect évidemment traditionnel. L'Algérie est le premier pays d'Afrique à s'être libéré après le Rif marocain. Rendons hommage à Abdelkrim Khattabi qui nous a montré la voie. Ouais. Jamais oublié ça.
Ils ont été massacrés, mais il y a une République du Rif qui a duré 6 ans. Et deuxième chose, surtout, c'est que l'Algérie a les capacités aujourd'hui de sa diplomatie. D'abord parce qu'elle a les moyens financiers de pouvoir investir et puis influencer, parce qu'elle a les moyens traditionnels, c'est un pays qui est respecté sur la scène africaine et internationale, et parce qu'elle n'est en rupture avec personne. L'Algérie n'est pas en rupture avec l'Amérique ni avec les États-Unis. Le seul pays avec lequel elle est vraiment en guerre ouverte, et c'est normal, c'est pour les questions de droit, c'est Israël, c'est tout. Et ça, c'est un minimum syndical. Le jour où Israël rendra des terres, on pourra discuter. Mais sur les questions de principe, l'Algérie est au rendez-vous. Alors maintenant, le Maroc est isolé géographiquement, parce que c'est un pays qui est complètement fermé. L'Algérie a fermé ses frontières. Le sud, il y a ce fameux mur de la honte au Sahara occidental qui enferme complètement le Maroc. Il n'est plus en Afrique, littéralement. Et deuxième chose, c'est parce que ce qui s'est passé en Tunisie, et je veux quand même rétablir 2-3 éléments, en aucun cas, et c'est là où les Marocains sont de mauvaise foi, et c'est une mauvaise foi pathétique. Je parle des autorités. Il ne faut jamais confondre les peuples et les autorités, évidemment. Le peuple n'a pas voix à la parole. En aucun cas, les Tunisiens sont responsables de ce qui s'est passé, puisque à chaque fois qu'il y a cette fameuse réunion économique, ils sont, je parle donc des responsables sahraouis, systématiquement invités. À telle enseigne que par 2 fois, on a une photo avec le roi du Maroc, qui est juste en dessous de ce fameux président de la République sahraoui, et une autre fois son ministre des Affaires étrangères. Donc en aucun cas, ils ne sont invités. Et ils n'ont été invités par les Tunisiens, ils sont invités de façon protocolaire et classique, parce que l'Union africaine reconnaît la République sahraoui. C'est elle qui a lancé les invitations, oui. Et elle la reconnaît. La République sahraoui est membre fondateur de l'OUA, quand même. Oui. Alors de l'UA surtout. L'Union africaine, oui. Et pour finir mon propos, c'est important de le rappeler, tout à l'heure vous avez évoqué Israël, et moi je vous réponds simplement. Israël ne fait pas la paix avec les pays arabes, c'est pas vrai. Elle fait la paix avec les dictatures qui dirigent les pays arabes. C'est pas pareil. Si cette grande démocratie qui se vante d'être si démocrate faisait la paix, elle ferait la paix avec des démocraties. Il se trouve qu'il y a la démocratie dans les pays arabes, mais elle ne fait pas la paix avec eux parce que les peuples ne sont pas d'accord. L'Algérie est une démocratie, bon an, mal an, hein, il y a des élections. La Tunisie est une démocratie, c'est acté aujourd'hui. Eh bien, ces 2 pays qui sont emblématiques du monde arabe, avec la révolution arabe et la révolution algérienne de 88, il faut rappeler que ça a commencé en 88 chez nous, eh bien, ces 2 pays-là ne font pas la paix avec Israël. Pourquoi? Parce que les peuples ne veulent pas la paix avec Israël tant qu'Israël ne fera pas la paix avec les Palestiniens. Donc, elle fait la paix avec des dictatures. Donc, là-dessus, c'est pas une avancée, c'est un recul. Moi, je comprends pas qu'un pays qui se vante d'être soi-disant honorable, moral et autres, fasse la paix qu'avec des gros dictateurs qui sont des dictateurs sanguinaires. Simplement pour finir, effectivement, aujourd'hui l'Algérie a une position honorable et j'espère qu'elle va la maintenir. Et aujourd'hui, la question du Sahara occidental a isolé le Maroc tout seul, qui se retrouve comme dans les années 80, à devoir s'exclure de l'Afrique, de l'Union africaine, à devoir s'exclure du Maghreb, c'est le cas aujourd'hui. Il s'exclut de tout le monde et se retrouve tout seul, malheureusement pour ces Marocains. Monsieur Ruiz, un dernier mot de l'émission, oui, par rapport à cette question-là. Oui, il est évident. D'abord, je rejoins notre ami. Hein, nous parlons du Maroc. Évidemment, les 2 peuples, le peuple marocain est cher au cœur des Algériens. Et ça, c'est une évidence qu'il ne s'agit pas évidemment du peuple marocain qui n'a pas son mot à dire sur cette affaire-là. Compte tenu de la situation dans leur pays. Il est évident que le Makhzen marocain est aux abois, qu'il est dans une course finalement à l'échec, n'ayant pas réussi à imposer ses 4 volontés sur la population sahraoui. Il s'aventure dans des relations avec Israël, et Israël, sachant parfaitement que le fait d'avoir des relations diplomatiques et de s'installer au Maroc, sait parfaitement que cela va accentuer la division au sein des pays arabes et du Maghreb en particulier, et avec l'Algérie spécifiquement. Et donc, c'est tout bénef, si je puis dire, pour Israël. Et donc, Israël est dans son rôle en s'installant au Maroc, en poussant les Marocains finalement à une installation militaire chez eux, etc., avec le discours qu'a tenu leur ministre de la Défense sur le territoire marocain, en parlant de l'Algérie, en menaçant l'Algérie. Et donc, à la limite, Israël est dans son rôle, j'allais presque dire c'est de bonne guerre. Le problème, c'est le Maroc. Dans cette fuite en avant, eh bien, ça a été dit, il s'isole, il se crée des inimitiés avec ses voisins, et finalement, qu'est-ce qu'il va en tirer? Qu'est-ce qu'il peut en tirer? Et définitivement, par conséquent, condamné sur cette affaire-là, il ne pourra pas aller très loin. Il peut continuer à gesticuler comme ils viennent de le faire avec la Tunisie, et la réaction de la Tunisie est à saluer de ce point de vue-là. Elle n'a pas à se faire dicter ce qu'elle doit faire, d'autant plus qu'elle
qu'elle ne fait qu'appliquer. Elle est un pays hôte d'un événement international, en tout cas africain, et donc elle ne fait qu'appliquer ce qui a été accepté par toutes les parties, y compris le Maroc, évidemment. Et donc, maintenant, en tant qu'Algérien, évidemment, nous sommes j'allais dire presque en difficulté avec ce problème, avec un Maroc qui est belliqueux, qui ne reconnaît pas les frontières, qui ne veut pas reconnaître les résolutions internationales. Donc, ça pose un problème et c'est un problème pour le... On a évoqué le petit Maghreb, parce que les trois pays... Pour l'avenir du Maghreb, oui. Oui. Voilà, c'est la seule entité aujourd'hui qui reste en retard par rapport à d'autres entités africaines. Et ça, c'est un problème. Et la responsabilité qu'on incombe, c'est la responsabilité de l'échec de cette entité régionale d'importance qu'on incombe aujourd'hui au Maroc. Donc, historiquement, il porte la responsabilité de cet échec-là. Et il faut, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les peuples, parce que, in fine, quoi qu'il arrive, le Maghreb, c'est l'avenir des trois peuples, c'est l'avenir des trois pays. On en fera une émission, parce que j'ai ouvert juste une parenthèse. Je regarde de la voix ouverte, mais on en fera une émission justement par rapport à cet aspect géopolitique. C'est un sujet très important. Là, exactement. Je voulais juste, par rapport à l'incident. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Zoher Louis, à partir de Paris. Merci à Gamel Abina et bienvenue encore une fois. Donc, on aura d'autres sujets à discuter. Nazim Sini, vous êtes chroniqueur et maintenant vous faites partie des meubles, j'allais dire ici, Marsilia Stream, et sans parler aussi Omar Djelil, hein, qui est aussi le locataire de Marsilia Stream. En tout cas, c'est avec plaisir, voilà, je vous reçois à chaque fois. C'est des sujets très très importants, donc notre rôle est d'expliquer un petit peu, et puis j'espère vous retrouver dans une autre...